Bien le bonjour et bienvenue à la prescription avec Fred Lambert, docteur en musique. Si vous posez la question, si c'est la première fois que vous êtes ici, tout d'abord, bienvenue. C'est un podcast culturel. J'accueille à chaque semaine des gens de différents milieux, que ce soit aujourd'hui, oui, l'humour, mais sinon des musiciens, des gens du cinéma, des gens de la littérature et autres formes d'art possibles. Et on discute de démarches, mais aussi mes invités m'amènent une liste des incontournables culturels que je devrais fréquenter, que vous devriez fréquenter. Alors, c'est une liste personnelle de suggestions. 3 à 5 suggestions habituellement, des fois un peu plus. Et évidemment, je vous invite à suivre l'émission sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook, Instagram ou encore vous inscrire sur Spotify, sur Apple Podcasts, bref, ce qui vous plaît. Moi, je suis musicien, je suis membre du Quatuor Molinari, je suis dans l'Orchestre Métropolitain. Alors, évidemment, je fais de la autoplug un peu ici et là. Je vous encourage à aller voir le site internet de l'Orchestre Métropolitain. Il y a des prochains concerts, il y a un programme de musique slave, il y a la Bohème de Puccini, l'opéra que nous allons faire. Et pour ce qui est du Quatuor Molinari, nous allons faire l'intégrale en mai. C'est dans un bout, mais quand même, vous préparez à ça. C'est 3 concerts en ligne dans lesquels on va faire tous les quatuors de Shostakovich. Il y en a 15. C'est un gros événement. Ça arrive pas souvent sur la planète Terre qu'un quatuor à cordes qui décide d'interpréter ces pièces-là. Alors, c'est un rendez-vous. Et évidemment, je vous invite à vous inscrire aussi aux pages de l'Orchestre Métropolitain avec Yannick Nézet-Séguin comme directeur artistique et le Quatuor Molinari. Maintenant, mon invité. J'étais extrêmement heureux de le rencontrer. J'ai eu la chance de voir évidemment son show qui est disponible sur YouTube, mais aussi son show qui est en ce moment en rodage, sur lequel il travaille. Et quand je l'ai vu déjà, on s'est parlé, puis il m'a dit ça a déjà évolué encore plus. Je risque d'aller le revoir encore une fois, voir où est-ce que ça se situe. Moi, j'aime bien voir la construction d'un spectacle. J'aime beaucoup les mécanismes qui sont développés là-dedans. Et c'était vraiment chouette de parler avec lui. J'ai l'impression, peut-être je me trompe, mais que ça pourrait devenir un pas pire ami à long terme. C'est vraiment quelqu'un de curieux, d'ouvert. Je l'ai adoré. Et laissez-moi vous le présenter. P.O. Forget. P.O. Forget est sans conteste un nom à retenir sur la scène du stand-up québécois. Son spectacle, mélange d'honnêteté brute et de folie exubérante, vous marquera d'une impression durable bien après la tombée du rideau. Gradué de l'École nationale de l'humour avec une bourse d'excellence, le jeune humoriste connaît depuis une ascension fulgurante. Salué par la qualité de ses textes et sa façon hautement singulière de les interpréter, il remporte l'Olivier du meilleur texte de l'année sur le web en 2022. À l'été 2023, il s'est également démarqué au Festival d'humour de l'Abitibi-Témiscamingue en remportant le prix du public et le prix du jury au concours de la relève. Doté d'un naturel désarmant, P.O. Forget s'amuse sans blic. Avec son ami et collègue Jean-Michel Martel, il co-anime le balado Un genre de podcast. Son premier spectacle complet, capté au Club Soda le 2 décembre 2024, est présentement disponible sur YouTube, évidemment gratuitement. Voici ma conversation avec P.O. Forget. Moi, t'en écoutes-tu beaucoup des podcasts? De moins en moins, mais oui, quand même assez régulièrement, pareil. Mais tu sais, moi, mon premier podcast, puis je suis encore un peu amoureux de celui-là, c'est celui de WTF de Marc Morand, tu sais. Dont lui, il a toujours dit, non, oui, il n'y aura pas de caméra dans mon garage, moi je fais ça audio, puis
fidèle à lui, ça a toujours fonctionné. Tu sais, même quand il venait à chaque fois qu'il venait à Montréal, à Just for Laugh, il amenait exactement cette machine-là avec lui. Il faisait des entrevues dans sa chambre d'hôtel. C'est parfait. Ben ça invite à... En tout cas, j'ai l'impression que quand j'écoute un podcast juste audio, ça invite à plus d'intimité. Tu te sens curieusement plus proche de l'entrevue que si tu les voyais. Mais moi, étrangement, je me le fais reprocher beaucoup que c'est audio. Il y a bien de monde qui me disent « Ah non, mais on aimerait ça voir. » Je suis comme « T'aimes vraiment ça regarder des gens jaser? » Assis sur une chaise. Moi, j'ai jamais regardé un podcast sur YouTube. Non, moi, c'est en marchant. Moi, c'est ma compagne. C'est des conversations, tu sais. Ouais. D'ailleurs, en tout cas, c'est encore un sujet un peu étrange. Il y en a bien qui le réclament. Là, puis ça va peut-être changer un moment donné. Mais j'aime bien encore l'idée de pouvoir aller n'importe où jaser comme en ce moment. C'est parfait, ça. Simple. Écoute, man, PO, comment faut que je t'appelle? PO, c'est bon. Ah, c'est bon? PO, c'est très bon. C'est beau, ça se stand pourquoi, ça? C'est-tu Pierre-Olivier, Paul, quelque chose? Paul. Non, c'est Pierre-Olivier. Pierre-Olivier. Forget. C'est mon nom de famille. T'es apparu dans ma vie grâce à une histoire d'amour. Je vais te la raconter. Mais non, toi. Ouais, c'est ma blonde que j'aime tant, que j'aime d'amour. Elle a un drôle de rapport pour donner des cadeaux. Mettons, puis j'ai toujours un peu reproché que quand elle me donne des cadeaux, c'est toujours des cadeaux utilitaires. Uh-huh. Mettons, un exemple. Mettons, moi j'aime bien courir. Là, Noël arrive, elle va m'acheter une gourde. Puis je veux dire, merci, mais c'est quand même quelque chose que j'étais capable de m'organiser tout seul. Ouais, dis-moi, mais tu sais, t'aimes tellement. Ouais, mais tu sais, je dis, mets-toi dans ma peau. Puis là, on a souvent eu ces longues discussions-là. Puis c'était toujours un échec par rapport à... Parce que moi, elle allait me manger. Je fais, hey, ce soir, on va aller manger au restaurant, un restaurant que tu connais pas. Puis elle aimait ça, ce genre de cadeau. Ouais. Ben là, cette année, elle est arrivée avec une enveloppe. Elle dit, écoute, j'ai entendu ce que tu dis à travers les années, puis là, je pense que j'ai réussi. Elle sait que j'ai un grand amour pour l'humour. Et c'est ça, et j'aime sortir. Donc, elle est arrivée avec 3 dates. Elle dit, ces 3 dates-là, tu les mets à l'agenda, ces heures-là, tu vas te pointer, je te donne la location le jour même, il va y avoir quelqu'un que t'aimes beaucoup qui va t'attendre là, puis tu vas aller voir un show d'humour. C'est cool, hein, maudit. Je pourrais tricher et aller fouiller, mais je le fais pas. Ouais. Tu sais. Puis, mais elle, ma blonde, elle aime pas les shows d'humour. Uh-huh. Elle aime rire dans la vie, mais tu sais, comme avec des vrais humains, mais elle le stage, tout ça, elle a un drôle de rapport par rapport à ça. Donc, elle connaît pas trop ça. Bon, elle a contacté un de nos amis, Adib, à quelle idée. Ah ouais. Puis elle a contacté Adib en cachette, puis elle a dit, hey, Adib, dis-moi, tu connais Fred, elle a dit, dis-moi un peu les affaires qu'il a pas vues, qu'il faudrait absolument qu'il voit. Puis t'étais le premier show. Mais non, toi. Ouais. Et Adib, il dit ça, il dit, faut que Fred aille absolument voir une run de PO. Il dit, puis je pense, je suis pas sûr. Puis de fait, ben, j'avais ton nom. J'avais déjà vu ton nom circuler, mais j'avais jamais vu. Tu sais, j'avais vu des petites snippets, des petits bouts, mais j'avais jamais vu un show complet. Alors, je me suis pointé au terminal, tu faisais ton rodage. Ouais. Puis super agréable soirée. Je suis sorti de là complètement... J'étais vraiment impressionné. Puis c'est parce que la scène locale, je l'aime tellement, notre scène à Montréal, parce que je trouve que on a vraiment une variété dans le ton. Ouais. Puis toi, t'avais comme déjà... Je sais même pas de quel âge. T'as quel âge, man? J'ai 33. J'y ai pensé un peu, mais ouais, 33. Puis t'as déjà, je trouve, t'as ton ton, t'as ta signature, c'est bien assumé. Ouais. Tu sais, puis des fois, ça prend tellement d'années pour le trouver. Puis je trouve que déjà, tu l'incarnes extrêmement bien. Ah, mais c'est gentil, mais c'est flatteur parce que Adib, c'est peut-être, mettons, un des artistes de stand-up que je trouve le plus complet, je dirais. Ah, il est hallucinant. Ouais. Dans les thématiques abordées, à quel point il y a une maturité artistique en ce moment. Tu sais, il est à quelque part en ce moment dans sa maturité artistique. Il est capable d'aller gratter à des places qui sont... On dirait que tous les humoristes se revendiquent de ça. Un peu, c'est comme la chose cool à dire de moi, j'essaie de provoquer le rire ou c'est difficile et il y en a pas. Tout le monde dit ça, tu sais. Ah ouais. Puis en vérité, il y en a très peu qui ont vraiment les habiletés puis la maturité artistique d'en arriver là parce que... Ouais, puis d'aller dans toutes sortes de zones que tu vois pas arriver. Oui, exact. Puis dans des thématiques qui peuvent être vraiment dry, là, tu sais. Ouais. Fait qu'en tout cas, je trouve ça bien flatteur que t'aies... Ouais, non. Qui m'ait recommandé à toi. Mais non, c'est cool. Puis, tu sais, c'est... Honnêtement, les gens qui se demandent si Adib il est fin, c'est la bonté incarnée, là. C'est quelqu'un de profondément gentil, puis
Et de bons conseils, il est curieux Très culturellement, curieux, hein? donc tu sais, c'était super. Puis dans ma soirée, c'est ça. Puis quand j'ai vu le show, après, j'étais allé checker un peu Instagram des affaires, j'étais invité. Puis et au show, j'ai appris, évidemment, t'annonçais que t'avais ton show qui sort sur YouTube. Ouais, c'est ça, tu m'as vu que là, je faisais comme... C'était une affaire de transition un peu. Ouais, transition. Comme là, mettons, j'ai refait mon show... Parce que c'est ça, comme tu t'allais dire, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, le show exactement, va sortir sur c'est YouTube. ça. Exact. Puis là, j'étais en train d'écrire le nouveau. Fait que quand tu m'as pogné, c'était comme... J'essayais de faire le plus de nouveaux possible. Mais tu l'as dit. Tu l'as franqué au début. Tu as dit, en passant, gang, il y a un nouveau show qui sort. Vous allez reconnaître des bouts quand vous allez écouter le show. Capotez pas. Mais il y a aussi du nouveau matériel qui est mélangé à ça, ce que tu as super bien fait. Fait que tu m'as vu une soirée, je suis content que tu aies aimé ça parce que oui, c'était une soirée... j'ai senti que c'était le fun avec le public, tout le monde s'était amusé, mais c'est des soirées stressantes parce que tu veux pas que le nouveau matériel, il soit... par la force des choses, c'est sûr qu'il sera pas aussi mature que... moins structuré, du moins. Moins structuré, exact. Fait que là, faut que tu sais, ça devient une affaire que tu veux assez t'amuser en le jouant pour que le plaisir soit communicatif puis que le monde embarque avec toi puis qu'il te donne peut-être une petite chance. Mais t'as fait bien ça, t'as inséré ça aux bonnes places, tu sais, ça reculait pas trop sur les nouvelles bits puis je trouvais que le nouveau matériel, il fonctionnait... Le monde répondait bien. Là, le monde répondait bien. Puis là, j'ai fait mon show bordel récemment. Et là, j'ai 55 minutes de nouveau matériel. Que là, mettons, tu venais me voir, là, il y aurait juste à peu près du nouveau déjà. Là, c'est parce qu'à partir du 21 septembre, le 21 mars, là, tu peux plus. Là, je touche plus à rien de ça. Je tue ce matériel-là, il sort sur YouTube. Comment tu te sens? Moi, je suis content, maudit. Ah ouais? Ouais, je suis vraiment content parce que je suis dans une position en ce moment que je trouve vraiment le fun, où j'ai un public quand même assez engagé. OK. Mais pas très, très gros, mais tu sais... je suis très choyé où j'ai un public de taille raisonnable, disons, qui me permet de jouer beaucoup, mais qui me permet pas non plus d'aller en tournée pendant 3-4 ans puis de faire le tour du Québec avec un seul show. Puis c'est une bonne chose pour moi parce que je m'identifie moins à ce genre de... J'ai besoin, je pense, de créer du matériel, le peaufiner, mais dès que je sens qu'il est rendu à une certaine maturité... On le laisse aller. Oui, c'est ça, exact. Ouais. C'est important. Puis je me suis rendu compte que depuis que j'ai capté ce matériel-là puis que c'est clair dans ma tête que je m'en départis, je me sens beaucoup plus créatif puis je pense que c'est l'urgence aussi d'écrire puis l'obligation. Il y a un détachement aussi, là. Tu donnes l'espace pour justement essayer d'autres affaires. En tout cas, du moins en ce moment, avec toute l'actualité, tu dois pas manquer de trop d'inspiration. Non, ça brasse tellement. Puis comme tu dis, le détachement, c'est vraiment ça parce qu'on dirait que quand tu fais beaucoup le même... si tu fais le matériel pendant un certain laps de temps, que tu connais où le rire se situe, tu connais comment le matériel fonctionne. Il y a deux affaires qui se passent. Premièrement, tu oublies c'est quoi l'ADN de ce matériel-là. Fait que des fois, dans la manière de l'incarner, tu le fais juste un petit peu plus désincarné, en fait. Ouais. Puis là, ça enlève le sens de ce truc-là, puis ça en rend plus compte. Ouais, exact. Puis de l'autre côté aussi, quand t'es habitué d'avoir des rires à certaines places, il y a un danger pour un humoriste, je pense, que ça devient plus dur pour toi de créer du nouveau matériel puis de tester du nouveau matériel parce que quand tu crées du nouveau matériel, tu vas te planter invariablement. Ouais. Il faut absolument pour ce processus créatif-là accepter que tu vas monter sur scène à un moment ou à un autre. Puis ça va être l'air tu vas être un débutant, exact. Ah ouais. Puis tu vas être mauvais, puis ça va pas rire comme tu l'entendais, puis je comprends maintenant que c'est une partie essentielle du processus. Il n'y a aucun autre chemin que ça. En tout cas, pour moi, c'est douloureux. T'as pas Toi, est-ce que tu te souviens de t'as-tu tes meilleurs moments de douleur sur scène? Ben, récemment, justement, après que j'ai capté le show puis que là, j'étais en mode, ça me prend du nouveau matériel, je suis monté sur scène, je pensais, ça faisait, on dirait que longtemps que j'étais pas monté avec juste du nouveau, mettons. On dirait que ça faisait trop longtemps. Puis je pensais que c'était des numéros qui étaient, dans ma tête, c'était des numéros qui étaient bien écrits avec un début, un milieu puis une fin, puis je me suis rendu compte en montant sur scène que c'était juste des prémices, là. Que c'était juste des idées de base. Incomplètes, sans vraiment structure, même dans les phrases qui permettaient au monde de rire, fait qu'il y avait pas de rire nulle part. Puis c'était au bordel, puis c'était 12 minutes, je te dirais, de... Puis c'est rare, tu sais, c'est assez rare que ça m'arrive, mais là, c'était 12 minutes, je pense, c'était 12 minutes, pas de silence total, là. Mais mettons, les rires que je suis allé chercher, c'était comme quand je dis au monde, je vous jure que d'habitude, je suis drôle en humour, là. Je jure. Là, le monde riait pour être poli. Mais sinon, c'était... Mais, puis je suis sorti de là, j'avais eu chaud, là, je sentais de la sueur qui coulait dans mon dos, puis
Puis ça, là, depuis ce temps-là, ça m'a... je sais pas comment dire ça, c'est comme un espèce de jeûne, là, qui m'a permis de retrouver l'appétit. Je sais pas comment dire ça. Voilà, c'est bon. C'est comme si ça m'a fait, hey, ça fait mal, mais c'est passager, cette douleur-là, Mais ça fait rien. T'es revenu chez vous avec ton iPhone, tu t'es enregistré, tu t'es écouté puis t'as réécrit? Ouais, mais c'était au bordel. Au bordel, on a la chance des fois de faire comme 4, 5, 6 shows dans la même soirée, vu qu'il y a 2 salles, puis qui se remplissent constamment. Puis ça, c'était un luxe incroyable. Mais hein. Ouais, ça, vraiment, là. Des fois, là, j'y pense quand je reviens chez nous, là, puis je me dis, hey, ça, là, c'est un... J'espère que ça va jamais nous glisser entre les doigts, cette affaire-là. C'est incroyable. Ça arrivera jamais. Si, admettons, on dit que ça disparaît, il va y en avoir un autre qui va ouvrir, parce que maintenant, c'est une habitude, maintenant. Ouais. Les gens qui viennent à Montréal, parce que je dis les Montréalais, c'est pas que les Montréalais, il y a des gens qui viennent de partout pour aller dans ce club-là. Man, c'est rendu tough avoir des places. Le monde aime ça. Ouais. C'est des belles soirées. Puis moi, ce qui me fait halluciner, c'est quand je repense à nos vieux humoristes. Ouais. Tu sais, je pense à toute cette gang-là, là, puis même si c'est pas, stylistiquement, c'est pas mon affaire, là, mais tu sais, ton Mario, Jean, tous ces gens-là qui, eux, c'était pas ça, là. Ils pouvaient pas aller tester. Il fallait que t'écris ton show, tu te croises les doigts, tu fais la première médiatique, puis t'espères être booké partout au Québec, puis c'est insane. C'est vraiment une autre... J'avoue que... Je comprends même pas comment c'est possible, en fait. Ben, il faisait ça, mais c'était possible pour une raison. Moi, l'autre fois, je repensais à ça. Hier, il y a David Bocage qui sort son show dans une semaine. Ouais. Je peux pas être là parce que j'étais en concert en même temps. Puis là, David m'a invité à sa générale. Il a pris une petite salle dans Villeray. Okay. Hier soir, il a roulé son truc, puis c'était un show... j'allais dire avec de la pyrotechnie dans le sens, il y a vraiment du stock, il y a du décor, il y a de la muse, il y a tout, tu sais. Mais c'est intéressant ce qu'il fait David, même si c'est pas comme dans le temps, mais à l'époque, les humoristes ici étaient beaucoup dans du personnage. C'était pas du stand-up, c'était de l'humour théâtral, j'ai envie de dire. Ouais. C'était pas mal ça, tu sais. C'est ça, mais c'est tellement curieux parce qu'en plus, mettons... T'écoutes des affaires on va dire qu'ils vont des champs. Ouais, lui, c'était le seul qui était... Oui, c'est ça, tu sais, oui, il y avait des pauses musicales, puis tout ça, il y a de la chanson, mais quand t'écoutes les monologues, c'est tellement proche de ce qui se fait aujourd'hui, j'ai l'impression, tout a tellement... Mais lui, il était un gap par rapport aux autres, tu sais, parce qu'après, tu sais, tu regardais même quelqu'un comme Daniel Lemire, tu sais, que j'aime beaucoup. Daniel Lemire il avait souvent cette formule-là, il commençait avec un opening act à peu près de 8 minutes, puis après, là, les décors, les costumes embarqués, puis il y avait même des acteurs assistants qui venaient avec lui pour faire les personnages à la scène, tu sais. C'était ça, Lévesque et Turcotte, mais c'était encore du personnage, des costumes, des mises en scène, avec des metteurs en scène de théâtre qui mettaient la patte là-dedans. Bon, tu sais, c'est ça, c'était de l'humour théâtral, puis à un moment donné, les gens ont décidé de commencer à aller un peu comme Ils vont déjà, mais aussi comme toute l'école américaine, très... Ça, je pense peut-être que justement le fait qu'on s'enligne plus sur de quoi de dépouiller, il y a peut-être une certaine pression économique aussi, parce que absolument partir sa route avec des comédiens, là, puis de la muse, puis de la pyrotechnie, tu sais, à cette heure, là, tu sais, rentre ça dans un Toyota Sienna le plus possible, là, tout le monde. Puis il y a le facteur économique. Mais aussi, il y a le facteur véridique, je pense. Les gens, il y a un rapprochement de la pas la vérité, mais la vérité de l'être qui est devant toi en train de te parler, même si on sait que il est pas tout ça, il est quand même un peu ça. Ouais, je suis bien d'accord. Ben, je trouve ça intéressant. Tu nommes ça, parce que moi, tout, c'est ça qui m'a... ça a été ça qui m'a attiré en premier vers cette forme d'art-là. C'est quand j'ai vu pour la première fois des shows. Puis c'est Louis C.K. en fait, là, pour ne pas le nommer. Moi, les premières fois que j'ai vu... Tu l'as vu live? Non, même pas. J'ai vu ça dans un écran. Je m'en allais en voyage sur un écran dans un avion, là. Arrête. Mais juste, ça transperçait l'écran, l'espèce de... En fait, j'avais pas souvent... J'aimais déjà l'humour, disons, québécois, mais j'en écoutais, c'était comme... ça passait, j'en écoutais, ça me rendait... Ça jouait à télé un peu. Exact, c'était dans le background. Mais ça m'a pogné parce qu'il y avait un niveau de transparence que ça me fendait le crâne qu'il y ait ce niveau-là sur scène, en représentation. OK. Je trouvais qu'il y avait un paradoxe que j'avais jamais comme... d'être en représentation devant des gens sur une scène en 360, de l'éclairage. Je vois bien là que tout ça est prévu, mais une espèce de naturel désarmant dans la manière d'approcher ça. Fait une grosse communication orale devant une grosse classe. Ouais.
Ouais. Longtemps. Puis aussi, il descend dans ses bébites. Là, c'est un peu particulier de parler de... Tu te souviens-tu du show de Tiki, lequel? C'était... Je pense que c'était Chewed Up qui s'appelait. Okay. Il y avait un bit en particulier où il disait que mettre ses bas, c'était le pire moment de chacune de ses journées. Okay. Puis là, il exagère, tu sais, à quel point ouais. c'était... Il se penche, il sent ses organes vitaux internes par les signaux d'alarme, puis c'est le pire moment de chacune de mes journées. Si je me levais un matin, puis j'apprenais que ma grand-mère vient de tuer mon autre grand-mère, mettre mes bas, ça serait le pire moment de ma journée. C'était... Puis en tout cas, il y avait tout un Mais ça, long... c'est CK. Il est toujours bon pour... Ouais. S'il y en a un qui est bon pour bien creuser une joke, un bit, c'est lui. Oui, puis j'aime aussi comment il... Puis je trouve qu'Adib, il y a ça aussi qui est capable de faire agilement. Ils partent ils sont capables de partir d'une prémisse qui est logique, qui est intelligible. Puis ils se perdent. Tu sais, c'est un dérapage contrôlé dans cette prémisse-là. Puis là, tu te lèves la tête, t'es comme, qu'est-ce que je suis rendu où, moi, là, tu sais? Hey, man. Puis et éventuellement, pour y revenir... mais un qui m'a fait rire hier, justement, à David. David, il avait demandé à un ami pour faire juste warmer la salle un peu, puis il a demandé il s'appelle Sam Boisvert. Ouais. Il est drôle. J'aime bien Sam Boisvert. Mais écoute, il a fait un bit, j'ai tellement ri, là. C'est qu'il commençait sur parler d'un espèce de fantasme. Tu sais, si j'étais riche, j'ai vu ça. J'aurais une femme, puis là, tu dis le petit fantasme va être long, mais non, il va être court, mais finalement, mon gars, il part, il creuse. Je sais pas, le public, il catchait. Moi, je pleurais de rire parce que moi, j'aime ce genre de délire-là. Là, tu sais. Mais justement d'aller dans toutes les zones, comme tu dis, quelque chose de simple, une phrase simple, mais là, tu t'en vas dans des zones obscures, tout ça. D'ailleurs, Siké, t'as-tu tes billets? Vas-tu le voir? Ben oui. 7 octobre. À suivre. Tantôt, t'as dit que t'as vu ça en avion. Avant, tu étais témoin de l'humour. J'ai fait beaucoup de recherches pour essayer de comprendre un peu qui t'étais. Il n'y a pas tant de détails, man, sur toi. À part, faudrait que j'écoute, sous-écoute un peu. Ou mais tu viens de Québec, comme tu m'as dit tantôt. Tu as étudié là-bas. Ouais. En quoi? J'ai étudié en communication, publicité sociale, ça s'appelait là-bas. C'était comme la communication marketing de cause sociale. Puis ultimement, tu te ramasses writer en pub puis tu communiques jamais de cause sociale, mais... D'ailleurs, oui, c'est ça, tu le mentionnes dans ton show. Ça, c'est-tu dans le show que tu le mentionnes ou c'est dans ton nouveau matériel? Tu parles un peu... dans le show, hein, je pense. Ouais, c'est dans le show, c'est ça. Là, je suis un peu mélangé. Mais dans le... Donc, t'as fait ça à Laval, à l'Université Laval pendant 3 ans. T'as travaillé un peu? Ouais, je travaillais un peu dans une agence de pub. OK. Ouais. Tu vois le show dans l'avion, tu fais OK, je laisse tout ça là, je m'en vais à l'école de l'humour? Ben, grosso modo, c'était à peu près ça, ouais. Arrête! Ouais, ben, c'est parce que ça m'a, je te dis, ça m'a fendu le crâne, je comprenais rien. Je comprenais pas comment c'était possible. Je savais même pas que ça existait, en fait. Tu sais? Ta première joke avec un micro, tu t'en rappelles? C'était où? C'était quand? C'était au bordel à Montréal, parce que là, quand je travaillais dans une agence de publicité, je commençais à noter des blagues. OK, on the side. On the side, c'est ça. Okay. Puis là, puis même, tu sais, mettons, je finissais ma journée de job, où je travaillais semi, là, je rêvassais plus, mettons, quand je travaillais, là, puis mes patrons me l'ont fait savoir, là. Mais mettons, j'allais au café le soir, puis j'écrivais des jokes, mais tu sais, j'avais pas encore d'ambition de monter sur scène, j'avais l'ambition de devenir writer plus. OK, ça c'était plus la direction que tu te voyais faire. Ouais, parce que j'avais comme... j'étais sous l'impression que pour monter sur scène, ça prenait une espèce de magnétisme un peu divin, non seulement une poignée était dotée, puis je comprends. ça me faisait trop peur, tout ça. Puis aussi, je trouvais ça quasiment prétentieux de faire « Ouais, j'ai la conviction que je peux monter sur scène, moi aussi, et réunir des militaires. » Mais ça l'est un peu, quelque part. Ouais, ça prend une conviction silencieuse à quelque part. Il faut que tu l'aies. Ouais, 100%. Mais je pense que... Puis je l'avais, mais je me l'avouais pas. OK. Fait que je me suis... C'était un hack de cerveau, en fait. Puis je pense que c'était plus facile pour moi de dire à mes proches, mes amis, je pense que j'aimerais devenir auteur en comédie, plutôt que d'assumer upfront, je pense que je vais devenir humoriste. Puis tout le monde qui serre les dents un peu, genre. Ouais, exact. On dirait que ça faisait en sorte que ça me blessait moins si quelqu'un y croyait pas, ce qui est totalement normal. Si tu y crois pas, t'as ben le droit. Fait que même quand je suis monté sur scène la première fois, c'était juste pour tester mes blagues, savoir si je comprenais à peu près comment ça marchait. Puis, à partir de ce moment-là, je me suis tout le temps vu comme un auteur capable d'interpréter ses blagues. Ah, okay. Puis tout ce qui
qui relevait du travail de mise en scène, qu'il y en a très peu dans mon show, mais du travail de voix ou de juste livrer les blagues, même ça, je le concevais comme un travail d'auteur. Si, tu sais, écrire une blague, c'est un puzzle, ben, la mettre en scène pour la rendre la plus efficace possible, c'est un puzzle, tu sais, qui relève des mêmes muscles. On dirait que ça m'a aidé quand même de tout détacher, de pas faire en sorte que j'aie l'impression d'avoir choisi une carrière qui relève sur le concept flou et changeant de la personnalité, tu sais. Et on dirait qu'aussi, je trouve... Tu sais, mais c'est ça. Il y a un autre de mes modèles humoristiques, je dirais, c'est Norm Macdonald, puis lui, c'est un gars très créatif que j'ai jamais senti que son ego était tellement impliqué dans son matériel. J'avoue. Ouais. Ça, par contre, c'est vrai. Lui, il tassait. Il n'y a pas un documentaire d'ailleurs sur lui qui sort bientôt, je pense. J'aimerais ça serait cool. C'est en train de sortir. Ouais. Écoute, c'est drôle, tu parles de Norm, et là, tu vas rire de moi. Moi, j'adore Norm Macdonald. J'ai même écouté son dernier show qu'il a fait avant de moi. Je l'ai écouté. J'avais bien aimé ça. J'ai écrit à sa femme puis à son fils. J'ai pas de réponse. Peut-être j'en aurai jamais. Mais moi, c'est comme... Sa femme... Tu parles-tu de Laurie Jo, là, son assistante? Non. Moi, je parle de sa première femme. Lui avec qui il y a eu son fils Dylan. Exact. Okay. Dylan qui, maintenant, il écrit, il fait un peu de stand-up. Il est un peu dans le même business. J'ai écrit à eux autres parce que j'essaie de résoudre un des plus grands mystères de tous les temps à propos de Norm Macdonald. C'est que quand Régent Ducharme est mort... Sur Twitter, le lendemain, Norm Macdonald tweet my dear friend and mentor Régent Ducharme is dead. I'm quite sad. Mais non, tu vois. RIP Régent Ducharme. Tu peux le trouver, le tweet. Puis là, il fait ça. Je pense qu'il y a 50 personnes qui ont fait like. Puis il y a 3 personnes qui écrivent You knew him? Ah ouais? Pas de réponse, rien. Mais... Ah ben j'aimerais, si t'as la réponse, il faut que tu me partages ça. Ben moi, j'ai envoyé des mails, je veux juste savoir, friend, ok, je peux comprendre. Ouais. Mentor? Ouais. C'est un gros mot. C'est un gros mot. Ouais. Mais tu sais, en même temps, Ducharme, il était chum avec Charlebois. Ils écrivaient des tunes ensemble. C'est un funny guy, je pense, Régent Ducharme. C'est un drôle de moineau, tu sais. Peut-être, mais c'est parce qu'on dirait que c'est en même temps le style de Norm de troller, puis il l'a jamais rencontré, puis c'est en même temps son style de c'était un de ses bons buddies. Mais d'où le problème de cette histoire-là. Puis en même temps, mais troller en même temps, je pense pas. Ça, mettons, il trolle. Comment il aurait pu troller? Moi, je me suis posé la question, je l'ai pensé à la même affaire. Je me suis dit, il est pas au courant. Mettons, il est pas au courant, c'est qui Régent Ducharme, mais puis ça dans les nouvelles, il sait pas que c'est un gars qui était isolé. À moins que lui, dans les nouvelles, que quand il est mort, oui, c'est un homme qui était isolé, il connaissait peu de gens, puis lui, il a juste lancé une perche, mais ça n'a pas fait... Il y a juste une couple de curieux comme moi qui ont fait, mais attends, mais non. Ouais. Mais en même temps, tu sais, il y avait un rapport avec le Québec. Ouais, il y a c'est ça. Même dans ces, tu sais, tu vois des... certains de ses passages, mettons à Letterman ou le nom de ses personnages, tout le monde s'appelle Jacques de Gatineau. Exactement. Il y a de quoi d'un peu, Moi, j'aime beaucoup ça dans les affaires de Norm quand il ajoute une espèce d'ADN québécoise. Ah ouais. Puis il le fait. Il le fait, tu sais. Ben oui, c'est ça. Puis c'est rigolo. Puis on le sait qu'il parlait pas français, vraiment. C'est ça l'affaire. Puis tout ça, mais en même temps... En tout cas, moi, c'est mon grand mystère, Norm Macdonald, que j'essaie de résoudre depuis plusieurs années. Vraiment, je serais tellement curieux de savoir. Parce que ça serait fantastique, en fait. Admettons qu'on apprend. Les seules personnes qui peuvent réellement répondre à ça, il y a Robert Charlebois, que peut-être pourrait me répondre à ça. Ouais. Mais là, je l'ai pas encore croisé. Et, mais ça va arriver, là. La musique, c'est petit. Ils vont se croiser un moment donné, mais ils vont me trouver plate. Je dis, bravo pour votre œuvre en passant. mais sa première femme, puis son fils, s'il y a du monde qui le savent, c'est ces gens-là. À part ça, tous ses collègues humoristes, ils n'en ont rien à cirer de cette histoire-là. Non, je pense pas que Conan y connaît Régent Ducharme. C'est ça. Je suis en train de... En tout cas, si j'ai ma réponse un jour, tu vas en entendre parler parce que ça serait écœurant. Fantasme, là, ultime. C'est son mentor. C'est son mentor. Puis il lui envoie des jokes et dit qu'est-ce que t'en penses de ça? Puis fais attention à ça. Ça serait la meilleure histoire ever. T'sais. Mais moi, il m'est arrivé, mais il n'y a pas de lien finalement. Je pense pas qu'il y a de lien, mais j'ai lu un livre de François Blais, l'auteur québécois François Blais. Il avait écrit un roman par nouvelle, ça s'appelait Catahonie. Que je connais pas. Ouais, vraiment. Mais qui a été nommé souvent ici.
C'est-tu vrai? Ouais. Hey, moi, là, c'est un des livres... tu sais, j'ai tombé par pur hasard sur ce livre-là. En fait, disons comment j'ai tombé là-dessus. J'étais au bordel. Il y a un humoriste qui s'appelle Simon Trottier. OK. C'est un gros lecteur. Puis sa mère était dans les loges au bordel ce soir-là. Puis personne n'apporte jamais ses mères. Dans l'âge, au bordel. Personne ne fait ça. À part Simon Trottier. À part Simon Trottier. Fait que là, je me mets à jaser avec elle. Super cool. Puis elle, c'est une lectrice, là. Elle lit sans arrêt. Elle connaît tout. À chaque fois que je nomme un livre, elle l'a lu. Puis je me rends compte que j'ai rien lu finalement comparé à elle. C'est ça. Puis, bref, on parle de littérature pendant genre 1 heure avant que je monte sur scène. Puis je pense que Simon il était content que sa mère jase puis qu'elle se sente bien. Je recroise Simon peut-être 1 mois et demi plus tard. Sa mère qui habite au Saguenay ou au Lac-Saint-Jean, je sais pas, là, mais elle m'avait préparé un sac de peut-être 20 livres. Dans chaque livre, elle a annoté une petite note. Elle m'a écrit une lettre manuscrite sur les choix qu'elle avait dressés. Puis Simon m'a tendu ça avant un show. En tout cas, une bonne personne. Hey, ça n'a pas de bon sens. Ça, c'est une bonne personne. Ça n'a pas de bon sens. Mais là, je veux pas voler d'anecdotes à Simon Trottier, puis là, je suis en train de me perdre complètement, mais elle, c'était madame-là. Il y avait ce livre-là dans le tas. Il y avait ce livre-là dans le tas, oui, exact. Puis là, j'ai lu ça par... Je connaissais pas François Blais, je connaissais pas son histoire. OK. Puis j'ai tombé là-dessus, puis c'est peut-être le document écrit qui m'a fait le plus rire. Ouais. OK. Ouais, ça m'a... Puis je trouvais qu'il y avait de quoi de... Tu sais, je sais pas si t'as lu justement le livre de Norm Based on a True Story. Ouais. Il y a de quoi de tellement similaire dans les patterns humoristiques, de tellement proche, là, OK. que je me demandais si Norm avait lu ça aussi. Plutôt François Blais avait lu Norm, puis ça avait... Ouais. Puis je pense vraiment pas, parce qu'il a écrit son livre avant qu'un Norm publie le sien, puis après ça, il est décédé, malheureusement, mais... de quoi de tellement proche dans l'ADN humoristique, là. OK. Puis, ouais, c'est ça. Norm, je me sens comme beaucoup de tombes crochus. Mais en fait, comment dire ça? Je me sens guidé vers ça, fait très facilement. Puis, de trouver un auteur québécois aussi méconnu. Un succès quand même. Oui. Mais pour le très grand public québécois, malheureusement. Non, c'est ça. Hey, man, écrire des livres. Écrire des livres au Québec. Ouais. Il faut vraiment que ça vienne. C'est ça, l'humour, là, tu sais. Il y a 1001 raisons qui peuvent me mener là. Puis des fois, je pense que les préoccupations de l'ordre de l'ego peuvent mener là plus que les préoccupations artistiques, malheureusement. Pour certains, exact. Ouais. Mais si t'écris des livres au Québec, ça me surprendrait que tu fasses ça j'ai pour envie être de un dire fraîchier, que ton ego, ouais, exact. C'est pas dans tes plans, ça, un jour, faire ça? Ouais, j'aimerais bien ça, écrire un livre drôle, là. Un livre drôle. Ouais, j'ai commencé, là. Ouais. Ah, t'as commencé un peu? Ouais, j'ai commencé pour le plaisir, mais tu sais, je me mets pas de pression. Moi, j'aime bien, justement, pour revenir une autre fois à Dib, j'aime bien qu'il publie ses textes. Je trouve ça le fun. Ouais. J'en ai acheté quelques-uns, puis je les ai donnés en cadeau à du monde qui font à moi, écoutez, un show de stand-up. Je suis comme, gars, lis-les à la place. Ouais. C'est super le fun. Ouais. C'est bien fait. C'est une belle façon de documenter aussi le truc, tu sais, puis de digérer la blague d'une autre façon. Ouais. J'avais jamais pensé à ça, tu sais, je veux dire. Puis quand quelque chose te fait rire en lisant, là, tu sais, c'est comme ton cerveau qui sourit et qui s'allume, là, c'est un autre... non. C'est un autre sentiment que rire à gauche déployée qui est le fun aussi, mais quand ton cerveau il s'amuse, là, en lisant, c'est tellement le fun, là. Tu disais que ta première joke, la première fois que tu as été payé pour une joke, c'était au bordel? Je t'ai même pas payé, ça c'était un open mic. C'était un open mic. OK! Ça, c'était avant que tu appliques pour l'école? Ouais. Wow. Parce que la première fois que j'ai appliqué pour l'école d'humour, moi j'ai pas de background de théâtre, j'ai pas de background d'impro, j'ai pas de background de jeu non plus. Mm-hmm. Tu sais, j'ai toujours été... moi j'aime beaucoup j'ai toujours aimé écrire, puis j'aime la langue française. Mm-hmm. Puis c'est pas mal ça mon plus gros ma plus grosse formation de base, c'est que j'aime les mots. Fait que la première fois que j'ai fait le stage de l'école comment ça marche l'école de mots, tu te présentes un numéro, on va dire 300, 400, 500 personnes qui se présentent, ils en gardent une trentaine pour faire 2 jours de stage, puis après ça ils en gardent seulement 13 ou 12, mais la journée de stage 1 an, 2 ans, c'est 2 ans, c'est 2 ans. Mais la journée de stage c'est beaucoup de l'impro, beaucoup de jeux. Puis moi, la première année que j'avais soumis ma candidature, j'ai pas été pris, mais ils m'avaient gardé pour la journée de stage parce que mon numéro il était écrit convenablement. Fait qu'ils ont dit on va voir. Mais sans background de jeu, sans background d'impro, c'est la première fois que
qu'on m'invitait à aller jouer dans une impro, c'est tellement... Hey man. Puis là, t'arrives là, puis il y a des joueurs comme des Arnaud Solier exact, qui ont du comme monde, là. 4 ans d'impro intense. Que tu fais, Chris, il y a... En fait, que tu sens aucune once de nervosité, là, tu sais. Puis moi, je voulais même pas me lever de ma chaise, là. J'étais terrorisé, là. Hey, même, tu m'en parles, j'aime pas ça. Ah, man, je capotais ben raide. La première année que j'étais là, il y avait... je pense que c'était Christine Morancy qui était là. Qui était comme déjà une grosse joueuse d'impro, là, tu sais, solide, là. Puis d'autres mondes qui... Je pense même pas que c'est des grands joueurs d'impro, mais juste qu'il y avait tellement de confiance parce qu'il y en avait fait que moi, je pensais que c'était des joueurs exceptionnels, là. Hey, j'étais pas capable de me lever de mon siège. Fait que là, ils m'ont pas pris, tu sais. Puis je comprends bien. Je pense qu'ils pensaient que j'étais un antisocial, là. Ah ouais. J'étais juste terrorisé, tu sais. Puis là, j'ai fait un an de stand-up à Québec. OK. Ouais. Ah, t'as pas pris le refus comme l'étant le non catégorique, là? Non, parce que je savais que c'était juste à cause que j'avais peur, tu sais. Puis c'est vrai, quand t'es retourné à Québec, t'as-tu fait des sessions d'impro? Non, mais j'ai comme... T'as catché qu'est-ce qu'il fallait faire? J'ai compris que c'est pas compliqué l'impro, t'écoutes, puis tu t'essaies d'être là. Ouais. Mais moi, j'étais même pas capable de penser, tu sais, j'étais comme, sois dans le moment présent, puis fais-toi-en pas avec le résultat, mais tu sais, moi, j'étais juste en train de me dire, je vais avoir de l'air tellement, tu sais, je vais être tellement mauvais, que j'étais pas capable de connecter avec quoi que ce soit. Mais non, je fais un an de stand-up à Québec qui était bien. C'est une place tranquille pour se développer, tu sais, des petits publics, mais pas de pression. Puis après ça, j'ai soumis ma candidature à l'école de l'humour, puis là, je me suis emmené à Montréal. Ouais. T'as quel âge? 33. Là, j'avais 25. 25? Ouais, puis je suis sorti de l'école de l'humour à 27. 27. Ouais. De 27 à maintenant, y a-tu ben de ton show, c'est du matériel que t'as... Il y a pas de matériel qui est original de l'école. De l'école, non. Ça, aucun. Parce qu'il y en a des fois qui les traînent longtemps, leur matériel. Toi, t'as réussi à t'en... Quand même assez rapidement, mais ça, c'est plus facile quand ton stock que t'as écrit à l'école, il est pas exceptionnellement bon, là, tu sais, là, à ce moment-là, tu t'en débarrasses sans trop de tristesse, là. C'était allé bien, toi, ta tournée de l'école? C'était-tu le fun? C'était le fun. C'est beaucoup quand même, tu sais, de faire 5 minutes. Moi... C'était quelle année? Ça finit... Là, on était en 2019, fait que, on a eu une... Qui d'autre que je connais qui était... Michel Desrochers, qui était en tournée, tu sais, qui roule un peu. Jean-Michel Martel, mon bon ami Jean-Michel Martel. Avec qui était un podcast, on va en parler d'ailleurs, mais on va en parler dans un instant. Ouais. Puis il y en a quelques-uns qui travaillent encore, qui font leur petit bonhomme de chemin, mais je pense que ça serait peut-être ces deux-là que tu connaîtrais. Ouais, c'est ça. C'est le fun, ça, cette tournée-là. Moi, cette année-là, je pense, je l'ai manqué clairement. J'étais pas là. Ah, ben oui, non, j'étais deuxième enfant qui était né. J'étais plus à la maison. Mais d'habitude, j'allais toujours voir ces shows-là au Club Soda. C'est vraiment une belle soirée festive où tout le monde a le cœur à la bonne place. Tout le monde veut que ça se passe bien. C'est vraiment le fun. Moi, je dis à tout le monde, allez les voir ces shows-là parce que c'est... Tout le monde sur la scène se donne comme des malades, puis le public aussi se donne. On veut que ça groove, on veut que ça soit le fun. Moi, à chaque fois, j'ai du plaisir au bout d'aller voir ça. Vraiment. Mais quand tu fais ça, t'es stressé parce que tu penses... Parce que là, on te dit il y a des producteurs dans la salle, tu sais, mettons. Puis c'est vrai, oui, effectivement. Mais on dirait que tu fais à croire que c'est tellement un game changer, là. Puis quand tu commences zéro, puis surtout quand tu commences à voir c'est quoi qui fait en sorte que tu tires un peu plus ton épingle du jeu, puis qu'il y a un peu plus de monde qui s'intéresse à ce que tu fais. Et c'est jamais... En tout cas, pour ma part, je parle pour ma part, ça n'a jamais été un coup de circuit, là. C'est une chier de coup sûr, exact, tu sais. Mais tu sais, tout... Ou une chier de coup de circuit que le monde, ils font, ça, c'est un coup sûr, ça. Mais toi, c'est un coup de circuit, comment, Nasty? Mais il y a ça, puis il y a aussi toute c'est presque rendu obligatoire qu'un humoriste ait une plateforme sur laquelle il peut jaser fréquemment. C'est rendu une habitude. Je pense même que c'est l'autre fois quand j'avais pas réalisé à quel point. C'est quand j'écoutais le documentaire sur le Comedy Store, qui est super bon, un bon documentaire, là, où est-ce qu'à un moment donné, ils font la liste de tous les humoristes par image, puis une image de leur podcast qui est associée à tout le monde. On a un. Puis t'en as un. Puis on peut en parler. Ouais, absolument. Un genre de podcast. Ça s'appelle. Moi, évidemment, je l'ai découvert après t'avoir vu sur scène, puis je suis à jour, j'ai tout écouté. Je suis correct. C'est les bas-fonds de la comédie. Les bas-fonds de la comédie, mais tu fais quelque chose de très à la Bill Burr. Je trouvais que Bill Burr, lui, il va sur son morning show qui fait
dans lequel il écrit, là, finalement. Ouais. Il écrit. Ouais, c'est ça. Il y a pas mal de bits que j'ai entendus qui ont pris, on dirait... Ouais. Du moins, j'ai l'impression, naissance dans ce lieu. Ouais, vraiment, oui. Ben, ça aide avec... tu sais, t'es avec un body, puis là, tu sais, inévitablement, t'essaies de faire rire l'autre, tu sais. Ouais. Fait que c'est sûr que des fois, il y a... Tu fais, hey, je pense qu'il y a les graines de quelque chose là-dedans, là, tu sais. Ouais. Puis... C'était ça la prémisse quand vous avez décidé de le partir? Ouais, moi, c'est parce que je voulais un podcast que je voulais pas de concept à la base. Parce que je pense qu'un concept, ça peut à la fois nourrir et étouffer, mais moi, j'aime ça juste... C'est tellement pas original ce que je dis, c'est pour ça que j'hésite, mais je voulais juste faire rire un ami puis qu'un ami me fasse rire. Là. C'est pas plus compliqué que ça. Je voulais pas de... c'est bon. Puis écoute, ça marche pas pire. Le gars avec qui je fais... Celui qui fait mon montage, qui fait les dossiers, tout ça... il est étudiant, il est au cégep, puis j'ai parlé de ton podcast, puis il dit « Ah ouais, non, mais il dit ça, je l'écoute tout le temps. » Je dis « Je l'écoute quand? » Parce qu'il y a une job à temps partiel, je pense, dans une épicerie. Il dit « Quand c'est le temps à émettre les cannes, là, ah ouais. je mets ça, ça passe plus vite. » Mais c'est ça, l'affaire que nous, notre podcast, c'est que moi, j'aime beaucoup le podcast, puis mettons un très bon podcast, ça me dérange pas de l'écouter à chaque fois qu'il sort, mais moi, j'ai toujours cette crainte moi, j'aime les démarches où il y a... Puis je suis pas en train de prétendre que je suis une personne mystérieuse, mais les démarches artistiques qui se gardent une part de mystère m'ont toujours plus séduite. Mm-hmm. Puis il y a beaucoup dans l'humour, je trouve que l'humour, des fois, il y a un danger de complètement oublier la forme d'art puis complètement juste être dans le divertissement. Ben, c'est pour ça que, à la limite, je comprends que t'aimes bien Louis C.K. parce que lui, s'il y en a un qui est doué pour faire la part des choses puis se distancier de tout ça, c'est lui. Oui, c'est ça. Ben, je suis bien d'accord, puis je pense pas que c'est nécessairement parce que t'as un... Moi, j'aime ça quand il y a une œuvre que j'attends puis qu'elle arrive puis que là, je l'ai attendue puis elle me fait du bien. Puis on dirait que ça, dans l'humour, on est tellement disponible. Les humoristes sont tellement disponibles, sont tellement mis de l'avant. Des fois, je comprends. Des fois, j'ai peur que le public fasse juste, ouais, on a fait le tour, là, décroche, là, ciboire, tu sais. Moi, tu vois, on le sort une fois, on le sort quand ça nous tente. C'est ça, j'ai remarqué, c'est ça, vous avez pas une espèce de tradition de temps. Ça faisait un petit bout que vous n'aviez pas fait un, là, il y en a un qui est sorti. On va essayer d'en faire un peu plus souvent. Il y a une couple d'affaires qui s'est passée, mais qui nous ont empêché d'en faire, mais tu sais, j'aime ça avoir une présence une fois de temps en temps au podcast, faire là, le show va sortir. C'est aussi ça, c'est que je veux que le monde il voit le show puis que ça soit aussi ça, la découverte qu'ils attendent. Tu veux pas être aussi pris pour acquis étrangement. Ouais, c'est ça. C'est un peu, c'est vrai. Se laisser désirer, c'est pas mauvais, hélas. Là. Non, je pense pas. Puis aussi, je pense qu'il y a quelque chose dans notre culture, puis dans pas de la culture québécoise, mais la culture médiatique générale où plus tu te forces dans la face du monde, plus tes chances de succès diminuent. Oui, mais aussi, il y a l'espèce d'affaire que des fois, il y a du contenu qui est pas très bon, mais il y a tellement d'efforts de se mettre de l'avant que le monde finisse par l'accepter. Ah, ben ça existe. J'aime pas ça. Je connais personne qui aime ça, mais ça existe. Puis ça fait partie de mon milieu médiatique ambiant, tu sais. Ultra ambiant et banal. Ambiant et banal, c'est ça. Ce qui est pas la meilleure. Puis les algorithmes. Ce qui est selon moi la pire position que ton contenu peut se retrouver. Oui. Ambiant et banal, wow. Malade, par contre, comme titre de livre ou de show, là. Ambiant et banal. Ouais, c'est pas ton prochain. Je vous présente ambiant et banal. Mais ouais, c'est ça. Puis on dirait que tu sais, je vais pas tomber dans les affaires plus les considérations un peu techniques, algorithmiques, mais il y a quand même quelque chose dans les algorithmes aussi qui pousse, qui invite à être constamment dans la face du monde. Puis exact, ça devient ambiant et banal. Je trouve ça emmerdant, ambiant et banal, complètement. Puis je pense qu'aussi les artistes, les créateurs, pas juste en humour, dans toutes les sphères, on se convainc que si on n'est pas dans la face du monde constamment, ils vont plus penser à nous autres. Ils vont vous oublier. Exact. C'est débile un peu de penser de même. Les cerveaux des êtres humains, ils marchent pas comme ça. En fait, les cerveaux des êtres humains qui marchent comme ça, c'est ceux-là qui ont tout le temps celle dans la face puis qui consomment tout en scrollant. Mais si tu ça, tu vas te construire un public uniquement de tout ça, tu sais, ben tu veux aller jaser à du monde qui ont un peu de mémoire, calice. Mais ça, je suis d'accord avec toi parce que comme tu dis, il y a des gens qui sont juste en train de scroller.
ils sortent pas. Ils vont pas faire l'effort de prendre une douche puis de s'habiller relativement convenablement puis d'aller... Donc, il faut... Moi, c'est sûr que je suis d'accord avec toi là-dessus. Être aimé, être connu par des masses, certes, je peux comprendre l'idée, mais de faire bouger des gens, c'est un autre talent. C'est vraiment un autre talent. Donner l'envie d'aller la voir, la personne. Exact. Versus faire « Ah ouais, il m'amuse bien, lui. » Quand à chaque fois je vois une clipette de lui, ça me fait sourire. Boy. 100%. Puis je pense que, tu sais, l'un pour évidemment, là, je suis pas en train de dire de ne jamais... que les humoristes et les artistes ne devraient pas utiliser les médias sociaux, c'est pas ça que je suis en train de dire. Non, du tout. Non. Mais c'est un outil de travail extraordinaire pour ça. Là. C'est un outil de travail extraordinaire, mais je pense que j'aime mettons, les humoristes qui postent leur show complet de cet incite sur YouTube, qui pratiquent de plus en plus commune, ben là, c'est parce que là, il y a une œuvre que tu laisses derrière toi, tu sais, puis tous les artistes que j'aime le plus, j'ai pas consommé leur œuvre charcutée en snippet de 30 secondes, tu sais. Non, je suis complètement d'accord. D'ailleurs, ça fait penser, tu le sors sur YouTube, t'aurais pas pensé le sortir juste en audio, genre... Je pense que je vais sortir en audio aussi sur Spotify, ouais. Parce que moi, c'est de même, je pense que c'est de même, j'aime le plus écouter des shows. Moi et tout. Ouais. Hey, mais c'est parce que moi, j'étais un jogger. Bon, moi, j'aime bien varier mes écoutes des audiobooks, tout ça, mais le plaisir d'aller checker écouter du stand-up, là, l'écouter en courant, c'est l'affaire la plus... Ouais, j'adore ça, moi aussi. Du vieux Steve Martin, une fois, j'écoutais ça en courant, j'étais « Oh, man, c'est malade. » Ah ouais, il y avait un show sur Spotify de Bill Burr, puis il est plus disponible sur Spotify, je sais pas pourquoi, il s'appelait Emotionally Unavailable. OK. Puis c'était dans une petite salle, puis... c'était à Boston, ça. Ça sonnait comme un crowd de Boston. Là. Oui, je me rappelle de ça. T'entends les rires bouncer sur les plafonds. Là. T'es dans la salle avec le monde. Mais ça, c'est le fun. Trop bon, ça. Trop ça, bon. Ben ouais, mais c'est ça, tu le mettras là, iTunes, whatever. Là, le monde, après ça, ils vont aller là-dessus, pogner le show. Quand t'as décidé de le filmer, ça fait pas si longtemps que ça, Club Soda, t'as fait appel aux fans, les gens étaient là. Tu sais, l'énergie est super cool, je trouve. Dans la façon que vous l'avez. Tu sais, c'est qui d'ailleurs avec qui t'as fait d'équipe là-dessus? C'est un gars qui s'appelle Pierre-Luc Miville qui a réalisé ça. Lui, il avait réalisé des web-séries aussi dans le temps, Top Dog. Top Dog, ok, je connais Top Dog. Réalisateur d'humour, mais tu sais, qui a quand même une certaine sensibilité esthétique. Tu sais, je trouve qu'il y a bien. En tout cas, je trouve que c'était vraiment joli, moi, ce qu'il a fait. Non, c'est vraiment beau. Puis c'est drôle, hein. C'est comme... J'en ai bien vu des différents stand-up filmés au Club Soda, dont toute cette grosse série Just for Laugh qu'ils ont faite là-bas, mais qui utilisent la scène autrement, avec des angles, tu sais, même parfois en arrière de l'humoriste, sur le côté, les angles, tout ça. Mais je l'avais pas encore vu de même, en fait. Puis tu sens presque pas le Club Soda. Ouais, tu l'oublies. Tu l'oublies, puis même que c'est difficile de penser Club Soda et intimité, mais là, je le sens. Ça marchait, tu sentais limite petit club, mais avec ben du grain, ben de l'énergie. Là. Ah, c'est c'est pour ça qu'on y allait. Je suis content que tu dises ça. Non, tu le sens vraiment présent. T'écris comment, man? D'habitude, j'écris, tu sais, il y a des humoristes qui montent sur scène puis que ils écrivent pas, ils ont écrit dans leur tête ou il y a un mot-clé. Moi, j'écris vraiment... T'es un homme de mots. Je fais le travail de solitaire, de nerd, là. Je suis devant mon ordi, puis... Moi, quand je t'ai vu sur scène, évidemment, j'aime ça de voir aujourd'hui, parce que comment tu t'adresses à moi, comment tu parles, très différent de la scène. Oui, le même ton de voix, mais différent. Moi, quand j'ai vu ton show, il y avait des fois des petites hésitations, des petites ta. J'ai vu le vidéo, j'ai fait « Oh my God! » C'était comme presque la même affaire. T'es travailles sur scène devant le monde, mais t'es pauses aussi, parce que t'as un personnage de scène qui est comme le fun. Mais merci, mais je sais pas je sais pas tant c'est quoi mon personnage. Tu sais pas encore? Ben je sais c'est quoi, mais il est pas tellement prémédité, là. Non, c'est comme c'est les idées qui drivent le personnage de scène et non le personnage de scène qui drive les idées. OK, j'aime ça. OK. Ouais. Puis j'ai pas à l'école de l'humour, c'est comme si on nous invitait à avoir une démarche consciente sur quel était notre personnage de scène, puis moi j'ai
On dirait que c'était un travail auquel je me refusais. Je me disais non, c'est les idées que je trouve drôles que je présente. C'est ça mon personnage de scène. OK. Puis je pense qu'avec un peu le temps, il y a peut-être une couleur plus dans le delivery qui s'installe. Puis dans la confiance scénique. Mais c'est vraiment pas prémédité. OK. Je trouve ça intéressant. Je pense que c'est la manière qu'avec le temps, c'est devenu possible pour moi de monter sur scène. T'sais, c'est juste... Ouais. Moi, ben, mon ami qui était avec moi quand on était voir le show, shout out Yannick, mon ami Yannick. Shout out Yannick. Qui, elle n'est pas non plus une tripeuse d'humour, mais elle t'a adoré. Puis elle était là, elle dit, il est drôle, elle dit clairement, c'est un gars extrêmement brillant. Mais, elle dit, c'est comme elle dit, il nous raconte ses blagues, puis il rit de lui en les disant. Ouais. Parce qu'il va pas le dire toute l'entièreté de ce qu'il va penser du propos. Il va aller avec un angle. C'est comme s'il a dit, il se regardait un petit peu. Ouais, je pense que c'est ça qu'il nous présente comme version. Puis j'ai fait, c'est vraiment, je pense que c'est pas mal ça. T'sais. Ben, je pense qu'il y a beaucoup de ça. Puis même dans la vie, les affaires, tu sais, quand je niaise avec mes amis, c'est beaucoup de me... C'était un peu à double tranchant parce que des fois, il y a des... Je pense que mon humour peut être à la fois... Si tu le consommes au premier niveau, je pense que ça peut être... j'ai toujours peur que ça soit un humour qui ouais, comment je dirais ça? J'ai de la misère à le verbaliser. Si, mettons, je pense que tu me connais... J'ai un humour qui essaie de rire de moi, mais des fois, je ris de moi, puis j'ai peur que ça exclue une autre personne. Ah ouais, mettons, je comprends. Je vais au resto, puis je suis avec des amis. Mettons, j'ai un exemple, puis je suis pas en train de dire que je fais ça constamment, OK? Mais... mettons, je reçois une facture, puis là, je gueule « Tabarnak que c'est cher ici! » C'est pour faire rire mes amis que je fais ça. C'est pas pour rire du serveur, c'est pas pour que le serveur se sente mal. Très fort. Exactement. Comme enragé. Oui, aussi, mettons, je dis « Je vais revenir ici, ça coûte cher, mais calisse que j'en ai de l'argent. » C'est tout le temps pour rire de moi. J'aime mieux me rendre idiot pour... Mais je pense que quelqu'un qui le voit au premier niveau peut... Ben, le serveur, c'est voici, entend ça. Ouais, il peut faire ça, c'est un idiot. Ah ben, cet idiot-là rit de moi. Ouais, c'est ça, je comprends. C'est tout le temps ça, la ligne. C'est une belle ligne fine. Ouais, c'est ça, dans laquelle c'est le fun de valser un peu puis essayer de trouver le. Exact. Trouver désolé, là, c'était vraiment bancal d'expliquer ce petit joke de merde-là, mais... Ben, c'est clair. Je pense que tout le monde a compris. Ah ouais. Prochaine fois, vous êtes au resto, vous allez peut-être entendre quelqu'un qui gueule que c'est ben trop cher. Ça le dit, c'est cher partout en ce moment. Mais j'aime bien ça quand j'aime ça entendre les analyses des gens. Des fois, j'aime ça, l'analyse de ton ami. Puis on dirait que je sais ce que je fais, je comprends ce que je fais. Mm-hmm. J'aime juste pas trop m'y attarder. Non, parce que ça, c'est dangereux. Moi, je te dis toujours, il y avait un extraordinaire violoniste, là je fais un par mon milieu, un violoniste phénoménal qui était un prodigue, là, tu sais, il s'appelait Yehudi Menuhin, il est décédé à 95 ans, tout ça. Uh-huh. Le gars, dès la jeunesse, il jouait du violon, il pratiquait, mais il était très doué, tu sais, puis il jouait en solo à 14 ans, concerto de Beethoven avec l'orchestre, ça n'a aucun sens. Il fait le tour du monde. Puis à un moment donné, ça commençait à rentrer, les gens ont fait « Hey, t'es vraiment doué. » Répète son nom. Yehudi Menuhin. Okay. Puis là, à 19 ans, il a commencé à faire « Hey man, je suis vraiment doué. C'est pas normal. » Là, il a commencé à essayer d'analyser pourquoi il était doué, puis comment il faisait les choses, pourquoi c'était fait. Et là, il a tout perdu. Il est devenu comme fou. Puis il a plus capable de monter sa scène, le track, plus capable de jouer. Puis, c'est terrible. Puis après, il a continué à faire des petits concerts. Il est devenu une espèce de curieux qui faisait le tour du monde. C'est lui qui a fait découvrir à la planète Terre Tijan Carignan. Il est venu à Montréal parce qu'il avait entendu parler d'un chauffeur de taxi qui jouait bien des rilles puis qui avait inventé un esthétique qui n'existait pas. Puis il est venu faire un film avec Tijan Carignan. Ouais, il a fait le tour du monde pour trouver tous les violonistes les plus cocasse, qu'on pourrait dire, mais aussi unique. Puis Tijan était extrêmement, tu sais, chauffeur de cab, jouait du violon, jamais eu de prof. Il demande, t'as appris ça où? Il dit, j'ai vu une photo, pris la photo, mis le violon, puis je suis allé. Puis, Bob Menuhin, c'est ça finalement, il est devenu ça, mais il avait dit dans notre vie qu'il regrettait d'avoir analysé son talent. Ah ouais. Parce que c'est ça qui est comme freiné ça. Il s'est tellement posé de questions pourquoi lui c'était facile, puis pourquoi lui quand il allait, c'était inconscient, puis il a tué son inconscient. T'sais. Ah, c'est terrible. Mais hein, c'est un cauchemar, c'est un cauchemar. Des fois, ça marche, cool. T'as le droit d'essayer de poser pourquoi ça marche, puis
Mais ça, c'est pas mais faut pas y aller trop loin. Exact. Mais ça à cause aussi, lui, c'était peut-être il était vraiment... Il était perturbé un peu, là, par oui, tout puis ça. il était sur le spectre, tu sais, il devait être proche du genre de génie, là, tu sais. Exactement. Fait que là, si lui, il tente d'analyser ça, ouais, là, je peux comprendre qu'il devient cinglé. Moi, si je me mets à analyser mon truc plus... je vais être capable encore de le mais faire. sauf qu'il faut faire attention aussi de pas freiner l'élan créatif là-dedans, tu sais. C'est juste qu'à un moment donné, je trouve qu'il y a une affaire de sentir ses propres pètes là-dedans, là, tu sais, à un moment donné, là, tu sais, je trouve pas que... Je pense que tu peux élever l'humour, le stand-up humoristique, je pense que tu peux l'élever au niveau de l'art. Mais je pense qu'il y a aussi beaucoup d'artisanat là-dedans. Puis le monde, moi, des stand-up avec des égos démesurés, je trouve que c'est un paradoxe qui s'explique pas. Puis, comment tu fais pour te présenter? Il peut y avoir quelque chose de drôle de te présenter devant le monde en te 10 ans supérieur d'eux si c'est un personnage, mais pour moi, c'est un humour... tu sais, un peu de col bleu, style humour, puis de... Il y a quelque chose qui est supposé... C'est un art populaire, tu sais. C'est un art, je trouve ça... Puis moi, je trouve ça noble, un art populaire. Tu sais, je dis pas un art populaire en voulant dire que c'est un art mineur. Je dis ça en voulant dire que c'est un art noble qui est supposé de communiquer. Fait que, tu sais, pis t'es rien... tu sais, là, c'est un autre cliché, là, mais si le monde ne sont pas dans la salle... tu parles tout seul, tu sais, fait que je comprends pas de penser que t'es ouais. Mais hélas, je trouve que en ce moment, il y a comme toute une phase. Sûrement, il y en a au Québec. Je connais pas assez le milieu de l'humour au Québec. Personnellement, les humoristes, tu sais, pour dire ceux qui sont remplis d'ego et qui sont comme insupportables, c'est sûr qu'il y en a. Il doit en avoir. Mais tu sais, je sais que sur la scène américaine, c'est assez fréquent, de plus en plus, limite insupportable. Puis en plus, je trouve qu'en ce moment, l'humour américain freine beaucoup sur le talent. Place, hein? C'est une drôle de place en ce moment. Puis tu sais, moi, j'étais un gros consommateur. Il faut dire, ça fait 2 ans qu'on l'a plus maintenant, Just for Laugh. Mais quand Just for Laugh venait à Montréal, le festival à Montréal en anglais, moi, j'y allais toute la semaine, j'allais voir, une centaine de stand-up. Puis déjà, la dernière édition, ça commençait à s'essouffler. Moi, à un moment donné, quand ça fait juste rire entre eux sur le milieu, je me dis, moi, j'aime pas trop. Là, je suis comme, OK, t'as plus... Il y a un manque d'idées, là, profond, là. Je suis 100% d'accord. D'observation, puis finalement, tu regardes bien que toi, puis et 2 pieds plus loin que toi, bon là, ça marche pas super. Puis ça, je trouve qu'il y en a beaucoup. C'est récurrent dans les podcasts américains, c'est récurrent même dans les shows, tu sais, suffit pas de sortir. Ça devient bien incestueux, là. Puis... Mais ça, man, tu check une couple de Netflix, c'est super incestueux, ça fait juste parler entre eux. Bon, à un moment donné, je fais, OK, ça m'intéresse pas. Moi, non, je suis à la même place que toi là-dessus. Ben oui, je suis à la même place que toi là-dessus. Mais j'avais eu la même réflexion quand j'étais allé... Moi, je connais rien à l'art visuel, vraiment. J'étais un néophyte, là, tu sais. Je connais les quelques noms, je connais à peu près quel mouvement, mais tout ça vient de l'instinct. Est-ce que je trouve ça beau ou non, ultimement? Je trouve ce qui devrait d'ailleurs être. Oui. Mais ce qui devrait être, mais aussi, c'est le fun aussi d'aller voir une série, une expo au musée d'un artiste dit connu, puis de lire, puis de comprendre ce qu'il fait, même si t'aimes pas ça. Des fois, ça aussi, ça peut être intéressant. 100%, effectivement. Mais, ouais, c'est ça. Mais l'amour, mais par contre, il faut être honnête avec l'amour de qu'est-ce que toi... Tu trouves beau, qu'est-ce qui t'émeut, ça c'est une autre paire de manches. Mais j'ai quand même cette mise en garde pour... Genre, il y a du monde qui connaissent beaucoup plus que moi, sûrement, qui vont trouver que j'ai pas raison, mais quand je suis allé à New York récemment, puis on a fait un tour au MoMA, puis, tu sais, mettons, c'est classé par année, puis là, dans les années 20, dans les années 30, puis là, tu vois plein de grands maîtres, puis t'es impressionné à chaque détour, puis peut-être qu'il y a une espèce d'affaire de... wow, je vois ça en vrai, là, aussi. Ouais, peut-être qu'il y a un peu absolument. Ça. Ouais. Mais on dirait, plus tu avançais dans les années, plus tout était devenu un commentaire sur ce qu'avaient fait les gens qui précédaient. Tout devenait méta, auto-référentiel. Puis la quête de la beauté esthétique semblait plus vraiment être au centre autant que la quête de l'ego. De l'ego, de l'originalité, de se distinguer. Puis plus ça allait, plus je trouvais en fait que c'était des œuvres nihilistes. Genre, il y avait comme plus la recherche d'exprimer comme en humour, comme quand tu dis que ça devient très... d'émouvoir ou au moins de transporter, parce que... c'est ça. Moi, je le connais bien, le MoMA de bar. Quand t'es allé au MoMA, quand t'es allé justement, mettons, les années 20, les années 30, t'as vu le fameux Jackson Pollock qui est là-bas, là? Tu sais, ça, comment tu trouves ça? Jackson Pollock, je trouve ça cool.
mais ça me fait vraiment moins quelque chose Parfait. que... Que les espèces... Toi, t'aimes bien, mettons, les trucs un peu plus, à la limite, je veux pas dire renaissance, mais mettons, un beau coup de pinceau, quelque chose qui est plus... un peu de... Je pense que j'aime aussi les trucs... figuratif, un peu. Ouais, de l'impressionnisme. Impressionniste, ouais. Ouais. Monet, mettons. Monet, je Tu trouve regardes ça un bien. Monet. Je trouve ça bien, C'est je quand trouve même ça joli. Moi Colin. aussi. Tu sais, mais même Dali, tu sais, Oui. je sais pas, c'est comme... je sais pas, je trouve qu'il y a juste une volonté. En fait, je trouvais qu'il y avait juste plus de talent Ouais, je comprends. dans ça comprends. que là, je suis supposé de dire, j'observe pas vraiment de talent, mais il y a une démarche intellectuelle qui fait en sorte que... Tu vois plus la démarche que le talent. Ouais, c'est comme, faut que j'apprécie le commentaire plus que l'œuvre en tant que telle. Ce qui est tough. C'est comme ça que je me sentais. Puis je suis sûr que je pourrais l'apprécier le commentaire si je m'y mettais réellement, mais... Ouais, je comprends. Mais en même temps, il faut que tu sois honnête avec qu'est-ce que tu trouves beau puis qu'est-ce que t'aimes. T'as-tu une œuvre d'art chez vous? Ouais, j'en ai une coupe. Ah ouais! Mais tu sais... On peut t'en parler? Ouais, mais tu sais, c'est rien de... Ben non, mais moi j'aime ça parler de ça de bord. Moi, j'aime bien Magritte, tu sais, toutes les lumières de Magritte, là, tu sais, les Ok. genre de ciel bien clair avec les maisons pis les arbres en avant-plan bien sombres, là. Ouais, ok. Ça me fait buzzer, ça, j'aime ça. Ok. Klimt, j'aime ça. Ah oui. Les affaires qu'il Ben fait. ça, t'en as-tu vu du vrai? Ouais, il y avait là-bas, il y avait le... Sais-tu, ça s'appelle le jardin, je pense. Mm-hmm. Tu l'as-tu en tête? Ouais, oui. Que c'est juste une... Mais c'est complètement cinglé, là. Ah, ça, je peux rester devant ça pis genre quasiment chialer, là, tu sais. Ah, Je trouve ça- c'est Puis tu sais, après ça, j'arrive en haut, puis il y a une corde à linge avec des bas, puis ça me met en tabarnak. J'étais en tabarnak tout le long. Je sais pas pourquoi. Puis là, le monde, ils disent « Ah ouais, mais c'est normal, dans l'art contemporain, oui, si ça te met en tabarnak, ben c'est que tu ressens quoi. » Fait que... Là, tu bon, ben je l'ai ressenti. Ouais, oui, j'étais en tabarnak, bravo, bien joué, tu sais. Je veux... Qu'est-ce qu'on peut-tu être bien, asti? Ah, moi, j'étais un peu... Évidemment, moi, je suis bien gros, je fais de la musique contemporaine. Je t'inviterai pas à mes shows parce que tu vas te sentir weird. Moi, je fais toutes sortes de musique étrange. Et Mais en musique, mettons, je pense que je suis déjà plus initié que je peux... avec l'art visuel. Ouais. Ouais, je comprends. L'art visuel, moi aussi, évidemment, j'ai mes préférés, puis j'ai mes... Moi, j'aime bien les études de ton. Quelqu'un qui est capable d'aller loin dans les couleurs, là, ça, c'est le fun. Ça, c'est le fun. Ça peut être buzzant. Mais toi, t'es un érudit. Ben ouais, mais écoute, je te montrer une couple d'affaires. Je vais te montrer tantôt, je vais te montrer moi, je sors un album le 6 juin, je vais te montrer le cover. C'est une artiste visuelle, elle s'appelle Raphaël de Groot, québécoise, qui avait représenté le Canada au pavillon pour la Biennale de Venise il y a quelques années. Puis elle m'a prêté une œuvre pour la pochette. C'est sauté grave. C'est sauté grave. C'est une sculpture qu'elle se fait sur son corps. C'est complètement weird. Puis moi, j'ai vu ça la première fois, j'ai fait j'adore ça. J'ai montré ça à plein de monde. Un ami sur deux fait ah, ok, ouais. C'est ça ton cover d'album. Ouais. Donc, Mais c'est de l'art performance, ça se sculpte. ouais, c'est sculpté avec de la guenille, de la ouate, toutes sortes d'affaires. Je trouvais ça cool. Bon, j'ai décidé de mettre ça sur le cover. That's it. Malade. Okay. Bon, des fois, moi, je me suis fait plaisir de mon album. Ouais, oui, me le faire comme je veux. À un moment donné. Attends. Donc, de l'humour, comme là, tu disais, ouais, toi aussi, tu trouvais qu'aux États-Unis, ça c'est sûr, mais tu consommes aussi pas mal d'humour, t'en écoutes pas mal? Parce qu'il y a des humoristes qui préfèrent se distancer un peu des autres pour pas ouais, ben c'est ça, c'est que j'en suis rendu je reviens à mes premiers amours qui sont de consommer une œuvre d'humour finie. Plutôt que d'écouter autant que je l'ai déjà fait de l'humour dans des podcasts, etc. T'en écoutais avant? Ouais, quand même. Il y a quand même quelques personnes que je trouve marrantes. Là, qui t'écoutait? Je suis curieux. Mais mettons, humoriste, tu sais, on parlait d'humour américain, mettons, moi j'aime bien Theo Von, Tim Dillon m'a fait bien rire aussi. Hey boy, man, il est drôle. Tim Dillon m'a fait là, vraiment marrer. Ah man, lui, pendant la pandémie, je l'ai surécouté. Puis il était parfait. Oui. Ah ouais, il était parfait. Il est encore. Moi, il me fait bien rire. J'aime pas trop quand il fait des fois, il y a des guests, correct. Ouais. Mais moi, j'aime mieux quand il est solo avec son micro puis qu'il part. Ça, c'est ça. Mais lui, c'est comme...
C'est ça. Ça, c'est un talent qu'il a extraordinaire qui est capable de renter pendant 1 heure, tu sais. As-tu déjà vu Tim Dillon live? Non. Vraiment moins bon. Ah ouais, hein? Moi, j'ai élan. Puis ça, c'est une affaire. Ça, c'est une affaire nouvelle. C'est Ouais. qu'il y a du monde qui sont meilleurs en podcast Ouais, c'est ça. que sur stage. Puis Tim Dillon, j'avais mis. Mais peut-être que mes attentes étaient élevées, certes. Là, parce que je connaissais son podcast. Je disais, hey, c'est sûr que T'étais fan. s'il est drôle de même en improvisant, ça va être démentiel. Quand ça va être écrit. Et ça ne l'était pas. Ouais, parce qu'il y a la passion qu'il met dans son rant Ouais. est dure à recréer avec un texte écrit. peut-être, Vraiment. Puis là, c'était tout des jokes assises, courtes. Puis là, je faisais, C'est pas ça, ouais. non, c'était Ouais. pas ce que je mettais. Puis évidemment, c'est parce que c'est un peu le danger du podcast d'humour, hein, parce que tu t'entends quelqu'un qui est capable de transposer ça de tout bord, de tout côté, c'est top. Bill Burr le fait bien, je trouve. Lui, Ouais. son podcast, son rant, puis versus son show, pas mal le même gars. Tu sais, C'est exact. avec des modifications ici et là. Quoi d'autre, écoutez, excusez. Theo Van, ouais, ben Theo Van, il est fun. Tu sais. Ouais, il est fun, mais Ouais. il est très... Il y a pas mal de tourneaux de phrases. Tu sais, c'est un genre de poète, ce gars-là. tu sais. Ah, il est capable. Ah, ouais. Mais sinon, là, je suis plus en train d'écouter des livres audio de la musique, tu sais. Là, j'écoute juste du Richard Desjardins de cet ainsi. Eh, mon Dieu, ok. T'es-tu triste dans la vie ou... Mais là, je sais Ou t'es pas, trop heureux puis tu voulais comme balancer les affaires? je sais pas, si j'aime tellement son sens du punch. Il est débile. J'aime sa voix. Puis tu l'as déjà vu en show? Non, Ouais. j'ai jamais vu en show. Ça, c'est... Il y a c'est plein une de autre titans affaire, même man. que j'ai pas vu en show au Québec, là, que c'est vraiment pas correct. Ben, lui, c'était... Écoute, il y avait son show, l'album, la tournée qu'il a faite, Kanasutra, c'était ça? Ouais. C'était comme un groupe de musique. Il était au piano, il y a un violon, contrebasse. C'était comme une affaire de musique de chambre. Il parle, il jase, il se perd. Ah, man, mais tu sais, c'est un... Mais c'est ça, son c'est album hallucinant. au Club Soda, moi j'écoute ça de cet incite, je le trouve trop nice. C'est bon, man. Je trouve ça nice, le son, je trouve comme ces monologues entre les tracks qu'il présente. C'est un showman, là. Ah ouais, il est C'est un trop vrai, aimé. là. C'est un Ouais. vrai. Puis il témoigne de quelque chose aussi. Les fros, ça tourne sur les Foreigners dans la mine. T'es carré, ça. Ah, j'aime ça, là. Ouais. OK. Donc, t'es un être un peu mélancolique, quand même. Ouais, un peu mélancolique. Ouais, je dirais un peu mélancolique. Mais pas rien d'extrême. Tu sais, comme ma blonde, n'importe, tu sais, mettons, elle est hyper sensible, genre, fait que mettons, dès qu'elle entend Joe Dassin, là, les yeux d'Émilie, là, tu sais, je peux juste faire, je commence à faire, moi, j'avais, puis elle fait arrête, elle commence à avoir les larmes. Ah ouais. C'est comme un réflexe pavlovien, là, elle se met à brailler. Wow. C'est une bonne rieuse? Très bonne rieuse, Ah, ouais. ben, tant mieux. Au moins, son talent sensible va dans tous les bars. Ouais, exact. Correct, c'est vrai ça. de ça. Ouais. Correct. Moi, ça va, là, tu sais, je suis capable de consommer de quoi puis d'en revenir, hein, même si j'ai trouvé ça bien beau. Ouais. là. Ouais. Ouais. C'est de chialer. Ouais. T'arrives-tu de chialer des fois devant un œuvre? T'es-tu... Ouais, mais les affaires qui me font brailler, c'est juste des affaires jolies, en fait. Ou le temps qui passe, ça, là. Ce Ok. concept-là, là, de la Ça- marche inéluctable du temps, ça me troue le cul, man. Attends, qu'est-ce que tu veux dire? Quand je pense au temps qui passe. Le temps qui passe en ce moment, le temps qui va trop vite. Trop romantique. Ouais, Ça ouais. me fuck la tête. J'aime pas ça. Je peux pas penser au temps. Parce que si tu veux profiter du temps, faut que tu saches qu'il est Qui est fragile. court. Ouais, qui mais est faut fragile. jamais que tu y penses parce que sinon t'es pas dans le moment présent. Elle sait. Tout le rapport au temps. Il est fucké. Ouais. Puis il faut que tu trouves une couple d'affaires qui te fait oublier le temps. Qui te fait oublier le temps. Moi, c'est la muse. Ouais. Moi, quand je pratique, le temps n'existe pas. Quand je ne répète un concert, n'existe pas. Exact. Puis là, tu fais ça, c'était du temps bien investi. Exact. Parce que j'ai pas pensé qu'il y avait du temps. C'est trop C'est compliqué, bizarre. là. C'est trop compliqué. Ah, ouais. C'est trop compliqué, puis aussi, ça passe vite en estime. Moi, c'est l'affaire qui me... Ouais. que ça passe vite, là. Hey, t'as 33, man. Oui, c'est ça. Puis Moi, j'ai 44, puis je suis comme, barnouche. ça n'a pas rapport, là, tu sais. Il y a personne... À ton âge, j'allais avoir mon premier enfant. Bon, ça brassait, là. Ça Ouais, puis une fois que brassait. t'as un enfant, ça Hey. accélère le temps, ça. Pouf! Man, ça va tellement Parce que le temps, vite. c'est son temps à lui, tu sais. Ça devient son temps à lui, on dirait. Ah là, mais c'est ça. Ton temps t'appartient plus vraiment, mais c'est son temps qui devient ton repère de temps. Oui. Puis là, je fais, ah oui, tu sais, Puis là, tu fais, hey, lui, il a 13 ans. Tu fais, ah, mais il est tout jeune. Ah ouais? Mais toi, tu oublies que t'as vieilli de 13 ans pendant ce temps-là. Ouais, non, je sais. C'est épouvantable.
Hey, d'ailleurs, dans le show, tu parlais un peu du désir d'avoir des enfants. J'ai pensé à ça, je me disais, ça va être pas pire quand tu vas avoir un enfant, toi, ça va peut-être carburer, mon gars. Je pense que oui. Je dis pas d'avoir un enfant pour faire des meilleurs jokes, mais tu vas avoir une bonne take sur Je pense que mais pour vrai, ça c'est très humoriste, mais j'ai déjà pensé à ça. Est-ce que puis oui, j'ai hâte, pas à cause de ça évidemment, mais j'étais comment, je pense que ça va les couches lavables, toutes ces affaires là, tu vas embarquer là-dedans, là, puis tu vas avoir chaque jour tu vas avoir 2-3 jokes de plus que. Oui, tu sais, Arnaud qui vient faire son nouveau show, Arnaud Soli, je l'ai pas vu, j'ai hâte de le voir, mais tu sais, apparemment qu'il s'inspire beaucoup de la famille dans ça. De la conception aussi, je pense, surtout de le processus de. Ouais. D'ailleurs, c'est lui qui m'a convaincu de faire une snippet, de couper, couper le canal. Il m'avait tout coaché là-dessus. Moi, j'avais super peur. Pas peur, ça va être bien correct. OK. Mais ça soit Arnaud que t'avais fait ça. Chez eux, au podcast, je parlais avec lui. Brisé, il était là, non, regarde, c'est super, tu vas te sentir bien. Il a eu semi-raison, mais bon, c'est d'autres affaires. Ben ouais, j'aimerais ça, avoir des enfants. C'est épeurant, évidemment. Ouais. Tu sais, mais je pense que j'aimerais ça. Mais c'est la chose la plus fun. La plus fun. Puis justement, tu parles de temps. Ce qui est pas pire avec les enfants, c'est que le temps devient tellement précieux que quand tu as du temps à toi tout seul, tu le gaspilles pas, là. Tu le prends, là. Tu le sais. C'est clair, hein? Tu sais, ouais. Cette heure-là est à moi. Check-moi bien l'utiliser. Je vais aller faire une sieste. Ouais. Mais pour vrai, moi, tu sais, mon temps est tellement libre, là, en général. Là. Ouais. Puis je valorise beaucoup ça. Je travaille, là, tu sais, je suis pas... mais quand même, j'ai beaucoup de latitude. Ouais. Je gagne assez bien ma vie faisant de la scène. Cool, ça. Que mes journées me permettent... j'ai du temps pour réfléchir, j'ai du temps pour écrire, j'ai du temps pour les choses que j'aime. Ah oui. Fait que ça, je valorise beaucoup ça. Je sais qu'avec un enfant, tout ça va prendre le bord. T'sais. C'est encore drôle, man. Moi, c'est encore drôle. Moi, j'avais une grosse vie sociale. Bon, je trouvais ça tough. Puis, à un moment donné, je me suis inventé un système. Ma blonde était souvent partie en tournée où elle faisait des shows, elle était toute partie. Puis là, moi, j'étais plus à la maison, plus à travailler à la maison parce que de l'enseignement, etc. Puis des concerts à Montréal. Ben là, moi, je m'ennuie de mes amis. Ben, j'ai fait une nouvelle politique. Je disais, si tu viens... Mes enfants, ils étaient faciles. J'ai couché à 7h30, 7h35. Ils dormaient. Uh-huh. Mais, puis là, je disais, si vous venez chez nous, je paye l'alcool. Ouais. ben, du monde qui venait faire des tours à la maison. Il y a toujours des amis qui venaient faire très tour. fort, très fort. Puis, tu sais, j'étais là, c'est quoi que t'aimes? Ça va être là, ça va être présent. Ben, là, j'avais de la présence au bout. Quand mes enfants étaient bébés, j'avais tout le temps des chums à la maison. C'est hot, ça, ouais, c'était bon. Vraiment cool. Puis même mes amis m'en parlent encore. Ils avaient dit ça, c'était-tu des belles c'était années? Le fun, hein, ouais. Ils arrivaient, là, je faisais attends, on allait accoucher. Qu'est-ce que tu veux boire, buddy? Quoi de neuf? Ah ouais, c'est bon, j'aime ça, moi, ça. J'avoue que j'aime bien ça. Ah non, mais moi, écoute, si t'as besoin de te faire convaincre, ça va me faire plaisir. À un moment donné, on va en parler, là. Ouais. En deep, en long. Moi, c'est la plus belle chose qui m'est arrivée, évidemment. Je dis mais je trouve ça bien parce qu'on dirait que tout le discours de Asti que je suis brûlé, c'est plus ça que j'entends. Ah, non. Puis mettons, là, Bellefeuille, il rentre dans les loges l'autre fois, puis lui, il a un enfant plus vieux. Attends, mais moi puis Bellefeuille, nos deux enfants allaient à la même garderie. Ah ouais, ok. Donc, mais là, il a déménagé, là, mais quand il habitait sur le plateau, on se voyait tous les matins, ou sa blonde. On a déposé nos enfants. Exact. Ouais. Même âge mais les c'est enfants. Ça, il me dit, qu'est-ce que c'est? Il rentre dans la loge l'autre fois, puis la première fois qu'il a dit, là, il pensait pour lui-même, il disait ça à personne, fait il disait, qu'est-ce que c'est le fun quand ils ont cet âge-là? Mais ça. Il revenait de quelque part, il revenait d'un moment avec ses kids, puis tout est correct. Il venait de jaser, il a dû avoir un moment stimulant, pour lui comme pour l'enfant, puis il est rentré en faisant, c'est le fun quand c'est à cet âge-là. On a des beaux... Il revenait le voyage au Costa Rica, en fait. Mais ça, j'aime... Parce que je sais que ça va être ça aussi. Mais ça puis peut être le discours que j'attends le plus, c'est calice que je suis brûlé. Mais ça se contrôle. Tu sais, à un moment donné, je pense que c'est Adib qui m'a fait le plus rire là-dessus. Parce que quand Adib est devenu père, il me dit « Ah, ma blonde est enceinte. » Je fais « Ah, cool. » Je dis en tout cas, comme viendra le temps que tu t'es fatigué, toi pis ta blonde, puis que votre enfant fait pas ses nuits, puis que vous êtes à bout, tu m'appelles, puis on en parle. Puis il fait, OK, ben, 1 mois passe, 2 mois, téléphone ça. Il fait, bon, c'est quoi l'affaire? OK, je vais te montrer, il y a une technique pour qu'il dort.
Mais là, il y avait que c'était la technique du 5-10-15, qui est super... Il y a plein de gens qui sont comme, qui hurlent quand tu dis que t'as fait le 5-10-15 à ton enfant. C'est quoi, ça? C'est qu'il pleure, c'est le couche pleure, évidemment. Là, tu y vas, tu le prends, tu dis, mon enfant, je t'aime, arrête de pleurer. Tu le déposes, tu fermes la porte, 5. tu laisses 5 minutes. Tu reviens, tu le prends, 10 minutes, 15, puis tu refais le cycle tout le temps. Tu y apprends à avoir confiance, de savoir que tu existes. Ouais. Puis que, moi, je l'ai fait à mes 2 enfants une semaine. Je comprends. Puis ils ont fait leur nuit. Et j'ai jamais été fatigué. Fucking bien joué, man. Ben, sauf que, après, il y a le bon. Ça fait un traumatisme à l'enfant. Il n'y aura plus d'attachement envers toi. Puis, nanana. Puis, plus tard, il n'y aura plus confiance. Puis, il n'y aura pas des bonnes notes à l'école. Non, mais tu sais, t'entends toutes sortes de discours, là. Ouais. Ben, évidemment, je vais dire, faites ce que vous voulez faire. C'est votre vie. Vous avez le droit. Moi, c'était plus, je voulais être de bonne humeur dans la vie quand je prenais soin de mon enfant le jour plutôt que de pleurer. Là. Bon, j'ai décidé de faire ça, puis j'ai jamais été fatigué. Mais si tu fais 5, 10, 15 quand c'est un bambin, là, pis quand il arrive à 5, 6, 7, 8 jusqu'à 20, t'as plein de moments Ben oui. remplis de signification. Exact. Il va être correct, là, tu sais. Super. Mes 2 filles sont super indépendantes. Oh, tu sais, ça, il y en a qui me disent, ouais, ils vont être indépendants. Mais c'est ça que je veux. Ouais. Je veux que mes enfants, plus tard, sont capables d'agir par eux-mêmes puis d'être des personnes indépendantes, pas juste besoin de moi tout le temps. Moi, j'ai créé ça, je suis content, mais écoute, après... C'est bon, il y a une nouvelle... c'est fou, hein, il y a une nouvelle génération de pères. Ta génération, celle dont à laquelle je vais appartenir. Une nouvelle génération de pères qui, j'ai l'impression, qui sont plus... qui sont impliqués aussi, puis qui essaient des affaires. Plus impliqués émotionnellement, peut-être, ça, aussi. Ben oui, c'est sûr. Nos pères, c'est une autre affaire. Je sais pas ton père, mais tu sais, mon père, je l'adore, mon père, mais c'est une autre génération aussi, tu sais. Ben tu sais, parce qu'après ça, tu regardes... Parce que ma génération, j'entends beaucoup de critiques par rapport aux pères qui ont eu, mettons, qui avaient moins d'implication émotionnelle. Ben, tu regardes souvent ces pères-là, les pères qu'eux autres, ils ont eu. C'est une autre chose. Puis tu fais, ben, tu sais, Chris... mais moi aussi, ils ont bien fait dans bien des cas avec le modèle parental qu'ils ont eu, parce que c'est pas rare là, que je vois des. Ben oui, je sais. Des hommes de 50, 60 ans. Tu sais, qui quand ils parlent de leur père, c'était des. Tu sais, c'était. Ouais, pis c'était avec de la hargne, pis de la. Tu sais, moi, mon père, je l'adore. Mais on était dans un modèle. Le père qui travaille, la mère qui est à la maison, qui s'occupe de tout. Donc, c'est sûr que ultimement, la relation avec ma mère était plus. Comme plus proche. C'était normal. Mon père, on s'entend super bien, mais c'est sûr que c'est différent dans le cas de chaque parent. Moi, mes enfants, je sais que la connexion que j'ai, c'est très, très proche de moi. Et de la mère aussi, mais tu sais, c'est plus... c'est plus égal, je veux dire. En tout cas, je sais pas. Regarde, j'ai hâte que t'explores ça. J'ai hâte aussi. Avant de quitter... Des petits coups de cœur, des affaires que tu aimerais partager. Tu as parlé de François Blais tantôt. Tu as parlé de ton premier coup de ton Louis C.K. qui t'a donné le goût. Y a-tu des affaires que tu voudrais nous partager? Ça peut être de la muse, ça peut être des livres, ça peut être des films. Norm Macdonald, tu sais, on a parlé de lui. Fait que pendant que j'ai ça en tête, son show Me Doing Stand-Up. OK. L'as-tu vu? Mais il me semble que oui, mais là, j'ai comme un blanc. C'est lui qui démarre en parlant du cancer. Oui. OK, ouais, ça c'est bon. Puis je sais pas c'est où que les gens peuvent le trouver par contre. Il est quand même pas. Je pense pas qu'il est super. YouTube sûrement. Ouais, probablement. Qu'il faut. Me Doing Stand-Up de Norm Macdonald, c'est un de mes shows de stand-up favoris. OK. Ever. Fait que ça, je recommande ça au monde. Je me suis pris des petites notes aussi. Yes. Sur justement Kataoni, que c'en était un. Ouais. Fait que je surenchéris là-dessus. Excellent. Kataoni. J'ai beaucoup aimé ça. Excuse-moi, là, j'ai un peu de dead air pendant que je check mes patentes à gosse. C'est pas... Il y a un livre que j'ai lu, que j'ai capoté. OK. Ouais, lui! Ça s'appelle L'équilibre du monde. De Winston Mystery. OK. L'as-tu lu? Non. Parce que le titre, ce qui est le fun avec le titre de ce livre-là, c'est que ça peut être un peu dégueulasse, genre, ou ça peut être super inspirant. Il y a un potentiel là-dessus. C'est poignant de sa mère. Il n'est pas écrit de même en arrière, là. OK. Mais c'est un livre, c'est une fresque. OK. Que j'oserais dire, là. OK. Fait que c'est une fresque sur l'Inde post chose anglais, là, t'sais. OK.
Colonialisme anglais qui était présent. Puis Royston Mystery s'est installé au Canada. Je pense qu'il a écrit au Québec, je suis pas sûr. C'est toute réserve. Ou peut-être en Ontario, ou peut-être en Colombie-Britannique, ou peut-être en Alberta. Moi, tout ça me dit rien. OK. Mais c'est un livre absolument génial. OK. Et c'est très, très beau. Ça parle de l'Inde, de cette époque-là. Ça parle il suit des personnages, mais comme je te dis, ça saute à travers les époques, puis il y a plusieurs personnages, c'est assez dense. Ouais. Mais c'est révoltant, c'est magnifique. Ouais, OK. Ça parle de résilience, ça parle de... en tout cas, c'est super bien écrit, c'est très très beau. Je vais aller mettre un œil là-dessus. Mais lisez-le. OK, cool. OK, ça, j'ai adoré ça. Ensuite, un autre bouquin de Jean-Paul Dubois. OK. Tous les hommes ne vivent pas ne vivent pas de la même façon, excuse. Tous les hommes ne vivent pas de la même façon. Jean-Paul Dubois, c'est un auteur français. Puis, as-tu gagné un Goncourt, je me rappelle? Je pense. As-tu gagné un Goncourt avec ce livre-là? Je suis pas sûr. Peut-être que oui. OK. Je suis pas sûr. Redis le titre. Tous les hommes sont... Tous les hommes ne vivent pas de la même façon. OK, parfait. C'est ça? Ouais. Oui, de Jean-Paul Dubois. Parfait. Je vais voir si ça puis lui, c'est un auteur français qui campe souvent l'Action au Québec. OK. Puis il écrit vraiment très, très bien. Puis c'est un autre livre très touchant. Puis Jean-Paul Dubois, il est quand même assez drôle aussi. OK. Il y a un livre qui s'appelle Le cas Schneider. Le cas Schneider. OK. Toute l'action est campée au Québec. Sa femme, c'est une... le personnage principal dans le cas Schneider, c'est une dame un peu froide et austère, carriériste, travaille chez Belle à l'île des Sœurs. OK. Puis lui, c'est un gars qui est traumatisé parce que dans sa vie antérieure, il y a eu un accident d'ascenseur. OK. Duquel il a été le seul survivant. Un accident d'ascenseur, tu parles d'ascenseur qui lâche, là? Ouais. C'est ça la prémisse du bouquin. Man. Puis là, il essaie de naviguer un deuil. Je vais pas trop le dire, mais il essaie de naviguer un deuil de cette histoire-là. Autour de l'île des Sœurs, il se promène beaucoup au jardin botanique. OK. Il y a des longs descriptifs de Montréal. Le cas Schneider, c'est drôle, c'est dark. J'aime beaucoup les romans où la tragédie puis la comédie se côtoient. Ouais. Le cas Schneider, c'en est un bon. Mais fait que je dirais, ma recommandation, c'est Jean-Paul Dubois en tant qu'auteur. J'aime beaucoup Jean-Paul Dubois. Parfait. Cool. Je pourrais peut-être en faire une petite dernière. Muse, t'as-tu de la Muse un peu? Ouais, Muse, qu'est-ce que j'écoute de cet incite? Mais comme je t'ai dit tantôt, j'écoute beaucoup de Richard Desjardins. J'écoute que ça. T'écoutes du Keb? Ouais, de cet incite, on dirait pas mal. On dirait que... Je sais pas, je pense pas que je dois être le seul à qui ça fait ça, mais les récentes semaines d'actualité ça donne le goût de redécouvrir, de me réattacher à tout ce qui se fait de meilleur chez nous. Hey, tu sais quoi? Tout ça, c'est bien correct que ça arrive. Ouais, je trouve ça cool, ça. C'est correct que ça arrive, oui. Ça va être un patch, un time tough économiquement. Ouais. On va se ressaisir. Ouais. Puis, regarde, célébrons qui nous sommes, là. Ouais, c'est exactement regarde, ça. Là, Madonna vient, là. 350$. Ben là, Madonna, c'est OK, British, ça compte pas. Attends, on va recommencer. Un artiste, donc j'aime pas trop, là. Peu importe. Un artiste américain que tu vas au Centre Bell, 350$, un billet. Le parking coûte trop cher. Tu te fais quand même chier avec des bières à 20$. Ouais. Le son est pourri. Ouais. Mettons, tu prends le budget de cette soirée-là, le 400$ et plus. Combien de bons shows tu peux t'acheter au Québec pendant toute l'année avec ça? Ouais. C'est malade. Ouais, le nombre de shows. Puis tu vas en avoir plein. Ça va être bien plus le fun. Puis la poésie de chez nous m'ébranle, me touche comme... tu sais, au niveau de la compréhension de la lecture, je suis bilingue parfaitement. Mais jamais je ressens aussi profondément que quand on me parle dans ma langue, tu sais. Puis c'est le même pour tout le monde, là. Je suis pas un cas unique. Puis on dirait que tu sais, des fois, quand j'entends certaines personnes qui tournent le dos à la culture québécoise, comme si la culture québécoise était un produit, un bloc monolithique, là, tout est pareil, puis j'aime pas la musique québécoise, comme si tout ça, c'était... c'est tout pareil. Oui, comme s'il y avait un son, musique, tu sais... en tout cas, bref, je vais pas me lancer. Moi, je vais te donner une suggestion juste avant que tu viennes. Tantôt, j'ai fait un épisode avec une fille de Québec, Ariane Roy. Je sais pas si tu connais Ariane Roy. Ouais, ben oui. Ouais, elle sort, là, au moment que cet épisode-ci sort, oui, ça va faire une semaine, son album Dog est sorti. C'est
écœurants. Hey, mais ils sont... T'es réécouté. Le premier était bon, son disque était bon, mais celui-là, c'est du solide. Un mélange des sons un peu hip-hop, même des instruments baroques, du clavecin, tout ça, puis avec sa poésie qui est vraiment cool. Moi, c'est dans mes derniers coups de cœur franco, là, puis en plus, ça met de ton coin, donc... Ah ouais, je savais pas qu'il venait de Québec, c'est ça. Ouais, toute la gang de Québec, le Lou Adriane, Cassidy, Thierry Rard, puis elle, qui est aussi dans l'espèce de ils sont dans l'espèce de trio, là. Ouais. Ils sont cool, ces trois-là. Ils ont enregistré l'album live qui se promènent dans les salles du Québec. C'est cool, un comme projet. Ouais, ça, c'est une autre affaire de fun. Ils sont vraiment hot. Ouais, fait que ça, moi, j'aime bien mon Fred Fortin. Mon Fred Fortin me fait du bien. Ben. Tu sais... Puis Fred Fortin fait du bien dans n'importe quel opus de Fred Fortin. Là. Tous les disques sont bons à partir du premier jusqu'à maintenant. Moi, Fred Fortin, c'était un gars que j'aimais bien quand j'habitais à Québec. J'étais allé le voir en show, il m'a emmené au festival d'été. Il était au... j'étais serveur aux Trois Brasseurs de Grande Allée. J'étais dans ma transition, j'ai lâché la pub, là, je voulais libérer mes horaires. Fait que j'étais devenu serveur sur la Grande Allée pour faire du cash pendant le festival d'été pour payer mon école de l'humour. Je m'en allais à l'école de l'humour. OK. Puis à un moment donné, je m'étais fait remplacer. Ben, j'étais serveur. Puis là, c'était comme le temps mort. Tu sais, mettons le festival d'été, quand t'es serveur sur Grande Allée, t'as le buzz d'avant les shows. Ta terrasse est pleine, ça arrête pas. Le monde va voir les shows. Puis là, ça vient après. Puis moi, j'avais fait l'avant-show. Puis j'avais réussi à me faire remplacer ultra vite pour aller descendre en Basse-Ville au... j'ai oublié le nom de la salle, mais salle en Basse-Ville sur Saint-Joseph. Pas à l'Impérial. Oui, à l'Impérial, exact. T'es allé voir Fred Fortin, puis là, j'étais remonté. Puis j'aimais vraiment beaucoup Fred Fortin. Puis quand j'ai déménagé pour faire l'école de l'humour à Verdun, par pur hasard, Fred Fortin, c'était mon voisin d'en bas au rez-de-chaussée. Right. Puis je trouvais ça tellement cool, tu sais. Tu parlais un peu? J'ai jamais... T'es un fou, non, j'étais trop gêné. Je me promenais avec mon gilet Fred Fortin Ultramar, puis là, à un moment donné, je sors sur ma terrasse, puis je check la tête en bas, je dis, qu'est-ce que Fred Fortin, c'est mon voisin? Puis c'est une petite coïncidence, rien de fou, mais genre d'arriver à Montréal, puis d'avoir... Ben, tu l'as croisé quelques fois, tu l'as croisé un petit signe de tête. Déjà de voir des artistes qui me stimulaient, là. Fait, genre, hey, veux-tu prendre une bière? Ah, j'aurais tellement. Mais ça, je te comprends parce que moi, Fred Fortin, je l'ai croisé une fois sur Saint-Denis, en face de l'Esco, en plein jour. 4 heures après-midi, beau soleil, l'été. Tu sais, c'est un beau gars, hein, Fred Fortin. Il y a une espèce d'allure intéressante. Ouais. Il se promenait super smooth. Tu sais, je le vois au loin, je fais « Ah, fuck, c'est Fred Fortin. » Puis là, ça va super vite. Je fais-tu « Ah, j'aime bien ce que tu fais. » Ou un petit nod où j'ignore. Finalement, j'étais là qui ignorait. Je lui ai passé à côté de moi, je regardais ailleurs. Ah, c'était cool, je l'ai croisé. Moi, c'est surtout vu qu'il était chez eux. Je suis comme, tu sais, dans la rue, j'aurais peut-être agi autrement, mais... J'étais comme il est chez eux. Dans son intimité. C'est ça, je le dérange. Puis qu'après, il pense, ah non, mon étron de voisin qui me regarde quand je suis sur ma terrasse, sûrement, tu sais. Puis il met l'entonnoir pour écouter les nouvelles tunes. Exact. Qui m'entend, ouais, c'est ça. C'est pour ça que j'ai les... Ouais. Sage décision, ça l'a dit. Puis sinon, peut-être une dernière affaire. Vas-y. Que j'ai lu, que je connaissais pas. La bibliothèque à côté de chez nous, à Longueuil, c'est la bibliothèque Jacques Ferron. Je connaissais pas l'œuvre de Jacques Ferron, moi. Oh, yeah. Puis ma blonde m'a acheté La Mélanchier pour ma fête, un des cadeaux qu'elle m'a fait. Puis j'ai lu ça. Puis j'ai trouvé que c'était quand même une lecture pas facile. Ouais. Qu'il fallait que je me réfère beaucoup quand même aux notes, tu sais, pour comprendre un peu sa mythologie pis tout ça. Ouais, Jacques Ferron, c'est quelque chose, là. Mais j'ai trouvé qu'il y avait encore une fois quelque chose de vraiment fort dans l'identité, vraiment fort dans l'identité québécoise chez Jacques Ferron, puis c'est un roman, La Mélanchier, sur aussi le passage de l'enfance perdue, puis jusqu'à l'adolescence. Puis j'ai, tu sais, on dirait que par hasard, je suis beaucoup là-dedans. Là, c'est ça, parce que François Blais aussi, j'ai lu d'autres trucs de François Blais. Il y a beaucoup aussi de personnages qui sont des enfants ou à l'école ou adolescents. Fait que ça a comme été une coïncidence, mais ouais, je vais... Je sais pas si je le conseille, parce que je m'y connais pas assez, mais je me suis dit que j'allais lire toutes les autres affaires de Jacques Ferron. Ah, there you go. C'est bon, ça. Là, t'habites à Longueuil maintenant? J'habite à Longueuil, oui. Là, t'habites à Montréal, Longueuil. Oui. Là, t'es encore un gars de Québec, parce que c'est pas encore tout à fait... ça va faire... tu vois, ça va venir plus vite que tu penses. Moi, ça fait 7 années, c'est la première fois que je suis
plus montréalais que Joliettain. Joliette, toi? Mais en, man. Ma famille vient de Joliette, ma grand-mère. Arrête. Grand-maman Gertrude Joliette. Gertrude qui? Roy. Mais ma famille, c'est les Forgets, Sylvain Forget. Des Forgets? Des Forgets, ok. Ouais, de quelle région de Joliette? Dans la ville de Joliette? Ouais, dans la ville de Joliette, mais je connais pas ces régions de Joliette. Ils sont en face d'une école primaire, il y a une patinoire, puis mon oncle, il s'appelle Yvon, mais il se faisait surnommer Vagabond. Écoute, mon père est en train d'écouter ça, puis il doit hurler dans le salon. Il connaît tout, c'est hein? sûr qu'il connaît. Il jouait au hockey bottine. Mon père, ses frères contre les Hells. Il jouait au hockey bottine contre les Hells. Il disait qu'il y avait un goal, parce qu'il y a une coupe de motons dans le coin, apparemment. Ben oui. Mais il disait qu'il y avait un goaler au ballon balai ou hockey bottine, mais il n'y avait plus que les deux, que mettons, il scorait, puis il disait si tu m'en scores, on va te tuer! Ok, ouais, sympathique. Là, c'était ça l'ambiance. Des histoires de Joliette. De Joliette, avec elle, le monde est petit. Ouais. Hey, c'était un plaisir de te parler. Hey, ben toi aussi, c'était un plaisir de te parler, t'es fort sympathique. Et on se reverra. Merci, man. Vous venez d'écouter La Prescription avec Dr. Fred Lambert. À l'animation, Frédéric Lambert. Réalisation, montage, recherche et bons conseils, Olivier Chamberlain. Au logo, Joël Vaudreuil. La musique, le groupe Crabe. Jérôme Minière, Philippe B., Ben Chimie, Guillaume Beaulieu et Vincent Vertefeuille. Merci d'avoir été à l'écoute et à bientôt.